Le premier matin de décembre de l'an 1815, le duc d'Ashford regarda la jeune femme qui se tenait dans son grand hall. Il la regarda pendant exactement 3 secondes. 3 secondes, c'était tout. Puis il se tourna vers son majordome, et il prononça 5 mots qui allaient le hanter pour le reste de sa vie. Envoyez-la aux cuisines. Il ne lui demanda pas son nom. Il ne lui demanda pas d'où elle venait. Il ne remarqua pas ses mains. Elles étaient rouges de froid, mais n'avaient jamais frotté un sol de leur vie. Il ne vit pas la façon dont elle regardait les portraits sur ses murs. Pas comme une étrangère, mais comme quelqu'un qui rentre chez soi. S'il lui avait demandé son nom, son vrai nom, il serait tombé à genoux, là, sur le sol de marbre. Car la femme qui l'envoyait laver ses marmites et porter son charbon était la seule personne dans toute l'Angleterre qui tenait son avenir entre ses mains. Sa maison, sa fortune, l'honneur de sa famille, tout cela reposait sur la découverte d'une femme disparue. Et il venait de l'envoyer aux cuisines. Au printemps, il supplierait pour connaître ce nom. Il chevaucherait toute la nuit pour l'obtenir. Il se tiendrait devant un juge et se battrait pour lui. Mais en ce froid matin de décembre, le duc d'Ashford se contenta de se détourner et de s'éloigner. Ceci est l'histoire de la plus grande erreur qu'il ait jamais commise, et de la femme qui l'a laissé la commettre. La diligence qui l'amena à Ashford Hall n'était pas luxueuse. C'était une malle-poste, bondée et froide. Elle avait parcouru les 4 derniers miles assise à côté d'une caisse de poulet. Elle descendit aux portes au lever du soleil. Elle portait tout ce qu'elle possédait dans un petit sac de voyage. Son manteau était en simple laine brune. Ses bottes étaient empruntées. Son nom, selon la lettre de recommandation dans sa poche, était Mademoiselle Belle. Ce n'était pas son nom, mais il devrait faire l'affaire. Elle resta un long moment aux portes et leva les yeux vers la demeure. Ashford Hall émergeait de la brume matinale comme une vision de rêve. 3 étages de pierre grise, 40 fenêtres captant la pâle lumière d'hiver, des cheminées s'élevant vers le ciel. C'était magnifique, c'était grandiose, et c'était mourant. Elle pouvait le voir même depuis les portes. L'aile avait des fenêtres sombres et vides. Les jardins étaient en friche. La moitié des cheminées ne fumait pas. Une maison de cette taille aurait dû avoir 50 domestiques. Au silence, elle devina qu'il y en avait moins de 15. C'est donc vrai, pensa-t-elle. Il est vraiment à court de temps. Elle resserra son manteau et remonta la longue allée, ses bottes empruntées crissant sur le givre. Le majordome qui ouvrit la porte de service était un homme grand et fatigué. Il s'appelait Monsieur Graves. Il examina sa lettre de recommandation pendant un long moment. « Mademoiselle Belle, lut-il, aide de cuisine et aide générale. Vous venez du Yorkshire. Oui, monsieur. Vous êtes jeune pour une si bonne lettre. Je travaille dur, monsieur. » Monsieur Graves la regarda par-dessus le papier. Quelque chose dans sa voix avait attiré son attention. Elle parlait trop bien pour une aide de cuisine. Chaque mot était clair et soigné. Mais la maison avait désespérément besoin de bras. L'hiver approchait, et les maisons désespérées ne posent pas beaucoup de questions. « Très bien, dit-il. Sa grâce aime voir le nouveau personnel avant qu'il ne commence. C'est une vieille coutume de la maison. Attendez dans le hall d'entrée, tenez-vous près du mur, et ne parlez que si l'on vous adresse la parole. » Le hall d'entrée d'Ashford Hall lui coupa le souffle, mais pas pour la raison habituelle. Les autres visiteurs voyaient le grand escalier de marbre, le lustre, les hauts portraits au cadre doré. Elle voyait autre chose. Elle voyait les espaces vides sur les murs où des tableaux étaient autrefois accrochés. Elle voyait le coin où une grande horloge s'était tenue. Elle savait, d'une manière ou d'une autre, ce qui se trouvait là. Maintenant, il n'y avait plus qu'une marque pâle sur le papier peint. Des choses avaient été vendues. Discrètement, une par une, la maison se vidait pour payer ses dettes. Ses yeux parcoururent les portraits restants et s'arrêtèrent sur l'un d'eux. C'était la peinture d'un vieil homme, aux cheveux d'argent et aux yeux vifs et bienveillants. Il se tenait à côté d'un chien de chasse. Elle connaissait ce visage. Elle ne l'avait jamais rencontré, mais elle connaissait ce visage, comme on connaît un visage vu en rêve. Le 7e duc d'Ashford, mort depuis 6 ans. L'homme qui, 20 ans plus tôt, s'était assis dans un bureau chaleureux, loin d'ici. Il avait serré la main de son père, et il avait signé un document qui changea sa vie, avant même qu'elle ne sache marcher. Elle regardait encore le portrait quand elle entendit des pas sur le marbre. Elle se retourna, et il était là. Le 8e duc d'Ashford descendit l'escalier en lisant une lettre. Son manteau était sombre, ses bottes résonnaient sur la pierre. Il était plus jeune qu'elle ne l'avait imaginé.
grand, les cheveux sombres, avec un visage qui aurait été beau, s'il n'avait pas été si fatigué. Il y avait des ombres sous ses yeux, sa mâchoire était crispée, comme un homme qui retient son souffle toute sa vie. Il atteignit le bas de l'escalier, et M. Graves s'avança. « Votre grâce, la nouvelle aide de cuisine, arrivée ce matin, mademoiselle Belle. » Le duc leva les yeux de sa lettre. Il la regarda. Une seconde, son regard balaya son simple manteau brun. 2 secondes, il passa sur ses bottes empruntées. 3 secondes, leurs regards se croisèrent. Et pendant un bref et étrange instant, quelque chose vacilla. Une pause, une question. Mais son esprit était trop occupé pour la poser. Puis ce fut fini. « Envoyez-la aux cuisines, dit-il. » Il se retourna vers sa lettre, se dirigea vers son bureau et ne la regarda plus. C'était tout. 3 secondes, 5 mots, et la porte du bureau se refermant derrière lui. Elle resta immobile dans le grand hall, son cœur battant fort. Pas de douleur, mais de quelque chose de bien plus étrange. Du soulagement, et quelque chose qui ressemblait presque à un rire coincé derrière ses dents. « Il ne me connaît pas, pensa-t-elle. Il ne me connaît vraiment pas. Bien, par ici, mademoiselle Belle, dit M. Graves. La cuisinière vous attend. Les cuisines d'Ashford Hall se trouvaient au sous-sol. C'était un monde de vapeur, de marmites en cuivre et de cris. Il était dirigé par une femme ronde au visage rouge, Madame Pototz. Elle avait une cuillère en bois à la main et de la farine jusqu'au coude. Madame Pototz tossa la nouvelle de haut en bas, exactement comme le duc l'avait fait. Sauf que Madame Pototz prit 10 secondes, pas 3, et Madame Pototz vit plus de choses. « Vos mains » ordonna-t-elle. La jeune fille tendit ses mains. Madame Pototz les retourna, regarda les paumes et haussa un sourcil. « Douces, dit-elle, ces mains n'ont jamais fait un jour de rude labeur de leur vie. » L'espace d'un instant, la cuisine devint silencieuse. 2 servantes près du feu, une petite et rousse nommée Betsy, une plus âgée et mince nommée Anne, levèrent les yeux de leur marmite. « J'apprends vite, madame, » dit la jeune fille. Madame Pototz la fixa un instant de plus. Puis elle renifla, lâcha ses mains et pointa la cuillère en bois vers une montagne de marmites boueuses près de l'évier en pierre. « Vous avez intérêt, dit-elle. Commencez par celle-là. »« Aide ma fille, ajouta-t-elle, alors que la nouvelle servante retroussait ses manches. Dans cette maison, on ne demande pas d'où les gens viennent. La moitié d'entre nous fuit quelque chose. Faites votre travail, gardez la tête basse, et vous serez bientôt l'une des nôtres. »« Oui, madame, » dit la jeune fille doucement. « Merci, madame. » Et ainsi, pour son premier matin, la femme qui n'était pas mademoiselle Belle se tenait devant un évier en pierre au sous-sol d'Ashford Hall. Elle frottait les marmites du duc dans une eau qui rendait ses mains douces toutes rouges. Elle ne se plaignit pas, elle ne pleura pas, car cousue dans la doublure de sa jupe, à l'abri des regards, il y avait un petit paquet plat, enveloppé dans une toile cirée. À l'intérieur se trouvaient 3 choses. Une bague en or avec un sceau familial, un certificat de baptême avec un nom dessus, son vrai nom, et une petite pile de vieilles lettres attachées par un ruban bleu délavé, écrites de nombreuses années auparavant, d'une écriture d'enfant soignée. Des lettres qui commençaient toutes par les mêmes 3 mots. « Mon cher ami ». Elle frotta les marmites jusqu'à ce que ses bras lui fassent mal, et elle écouta. Un bon domestique est invisible, et les gens invisibles entendent tout. C'est en fin d'après-midi, alors qu'elle montait un plateau de thé par l'escalier de service, c'est qu'elle l'entendit. 2 hommes parlaient dans le couloir au-dessus. Le duc et un autre homme, plus âgé, avec la voix sèche d'un avocat. Elle s'arrêta dans l'escalier, hors de vue, le plateau stable dans ses mains. « Il n'y a pas de manière douce de le dire, votre grâce, » dit la voix sèche. « Les banques attendront jusqu'au printemps, pas plus longtemps. Les termes de l'arrangement de votre grand-père sont clairs. La fortune ne vous revient que par le mariage. Et le mariage exige la jeune fille. Alors trouvez-la, dit le duc. Et sa voix était basse, dure et lasse. Vous avez eu 6 ans, monsieur Fletcher. Avocat, annonce, homme de main. Comment une femme peut-elle simplement disparaître de la surface de l'Angleterre? Nous faisons tout notre possible. Faites plus. Une pause. Des pas. Puis la voix du duc à nouveau. Plus basse maintenant. Presque inaudible. Tout ce que ma famille possède. Tout ce que mon grand-père a bâti. Tout cela ne tient qu'à un nom. Je sais. Votre grâce. Alors répétez-le-moi, Fletcher, pour que je sache que vous ne l'avez pas oublié. Qui cherchons-nous?
Et la voix sèche de l'avocat répondit, claire comme le son d'une cloche dans le couloir froid. Mademoiselle Whitmore, votre grâce. Si Mademoiselle Whitmore n'est pas retrouvée d'ici le printemps, Ashford est fini. Dans l'escalier de service sombre, la nouvelle aide de cuisine se tenait figée. Les tasses de thé tremblaient très doucement sur son plateau, car son nom, son vrai nom, celui cousu dans la doublure de sa jupe, celui qu'aucune âme vivante dans cette maison n'avait jamais entendu, était Whitmore. Une cuisine est comme un petit pays. Elle a ses propres lois, ses propres frontières et sa propre reine. Et dans les cuisines d'Ashford Hall, la reine Pototz observait la nouvelle fille comme un faucon observe un champ. À la fin de la première semaine, Madame Pototz avait remarqué 3 choses étranges à propos de Mademoiselle Belle. La première chose étrange se produisit un mardi. Le duc devait dîner avec 2 messieurs de la banque. Le dîner le plus important du mois, dit Madame Pototz, car les hommes décident du sort d'une maison autant avec leur estomac qu'avec leur papier. Elle préparait une sauce française pour le poisson, du genre qu'elle avait appris d'un cuisinier, qu'il avait appris d'un autre cuisinier. Et quelque part en chemin, la recette avait mal tourné. La sauce tourna. Elle devint liquide et huileuse. Et Madame Pototz, penchée sur la casserole, prononçait des mots qu'aucune église n'aurait approuvés. « Madame, dit une voix douce à son coude, si je puis me permettre. » Et avant que Madame Pototz ne puisse répondre, la nouvelle fille avait pris un bol, y avait mis un jaune d'œuf et une cuillerée d'eau froide, et elle avait commencé à y ajouter la sauce tournée, goutte à goutte, en fouettant sans cesse, son poignet tournant vite et légèrement. En 2 minutes, la sauce redevint homogène, lisse comme de la soie et brillante comme de l'or. Madame Pototz fixa le bol, puis elle fixa la jeune fille. « Et où ?» demanda-t-elle lentement. « Une aide de cuisine du Yorkshire apprend-elle à sauver une sauce française ?» Les yeux de la jeune fille restèrent baissés. « Mon ancienne maîtresse avait un cuisinier français. »« Madame, je l'observais. »« Vous observiez, » dit Madame Pototz. La deuxième chose étrange se produisit le jeudi. Anne, la servante mince et silencieuse, avait reçu une lettre. Et Anne ne savait pas lire. D'habitude, elle attendait la femme du vicaire le dimanche. Mais la lettre était arrivée avec une bordure noire, et une bordure noire signifie la mort. Anne se tenait dans un coin de la cuisine, la tenant de ses mains tremblantes, ayant peur de savoir et peur de ne pas savoir. La nouvelle fille posa sa brosse, s'essuya les mains et dit doucement « Voulez-vous que je vous la lise ?» Elle lut la lettre d'une voix basse et bienveillante. C'était le frère d'Anne. Il avait été malade. Maintenant, il était parti. Mais il était mort dans son lit, en paix, avec le pasteur à ses côtés. Et ses derniers mots avaient été pour sa sœur. La jeune fille l'a lu 2 fois, parce qu'Anne le lui avait demandé. Puis elle s'assit avec elle près du feu, jusqu'à ce qu'Anne puisse à nouveau respirer. Plus tard, Betsy, la servante aux taches de rousseur, chuchota à Madame Pototz. « Vous l'avez entendu lire? Comme une dame dans un salon, comme de la musique. »« J'ai entendu, » dit Madame Pototz, et elle n'en dit pas plus. La troisième chose étrange était la plus petite, et la plus étrange de toutes. Le vendredi, M. Graves, le majordome, descendit avec un plat de service en argent, un objet ancien et lourd. Il demanda où était passé son couvercle assorti, car le motif était rare et les pièces numérotées. Et la nouvelle fille, les coudes dans l'eau de vaisselle, dit sans réfléchir. « Le couvercle doit avoir une petite scène de chasse sous le rebord, monsieur. Un cerf et 2 chiens de chasse. L'ensemble a été fabriqué à Londres la même année que le vieux duc. » Elle s'arrêta. Toute la cuisine était devenue silencieuse. « C'est-à-dire, dit-elle, les joues rougissantes. J'ai vu un ensemble comme celui-ci une fois, à mon ancien poste. » Monsieur Graves la regarda un long moment. « Vraiment, dit-il, dans le Yorkshire. » Et il remonta les escaliers. Le couvercle, quand ils le trouvèrent, avait une petite scène de chasse sous le rebord. Un cerf et 2 chiens de chasse. Cette nuit-là, la nouvelle fille resta éveillée dans son lit étroit au grenier, écoutant le vent. Et elle se réprimanda dans le noir. Imprudente, imprudente. Une aide de cuisine ne connaît pas l'argenterie. Une aide de cuisine ne sauve pas les sauces françaises. Tu es ici pour l'observer, pas pour être observé, car c'était la vérité. C'était pour cela qu'elle était venue. Quelque part en Angleterre, il y avait un morceau de papier avec son nom dessus. Et sur ce papier, son père l'avait promise, avait promis toute sa vie à un homme qu'elle n'avait jamais rencontré.
Et avant de laisser quiconque mettre sa main dans celle d'un étranger, elle n'avait voulu qu'une seule chose, le voir. Pas dans une salle de bal, apprêtée et trompée, où chaque homme est charmant pour une soirée. Non, elle voulait le voir comme les domestiques le voient. Le matin, quand il était fatigué. En privé, quand personne d'important ne regardait. Car n'importe quel homme peut être gentil avec une duchesse. La vérité d'un homme se mesure à la façon dont il traite ceux qui lavent ses marmites. Jusqu'à présent, la vérité du duc d'Ashford était la suivante. Il était froid, il était silencieux, et il passait devant ses domestiques comme s'ils étaient des meubles. Mais les meubles, se rappela-t-elle, entendent tout. C'est au cours de la 2e semaine qu'elle le rencontra vraiment. Et cela se produisit à cause de la bibliothèque. Elle l'avait découverte lors de sa demi-journée de congé, tout à fait par accident, en transportant du linge dans le mauvais couloir. La porte était entr'ouverte, et derrière elle, des livres, du sol au plafond, de mur à mur, des milliers d'entre eux, dormant dans le froid, car la pièce n'était plus jamais chauffée. Elle s'était tenue sur le seuil, le linge dans les bras, et avait senti son cœur lui faire mal comme une vieille blessure. La bibliothèque de son père ressemblait à ça avant les dettes, avant la maladie, avant que son oncle n'arrive avec sa voix douce, ses yeux durs et ses papiers à signer. Après cela, elle ne put s'en éloigner. 2 fois par semaine, quand la maison dormait, elle se glissait par l'escalier de service avec un bout de bougie. Elle lisait pendant 1 heure dans la bibliothèque glaciale, enveloppée dans son châle, assise par terre entre les étagères, comme une souris d'église. C'était insensé. C'était dangereux. C'était la seule heure de la semaine où elle était elle-même. Et c'est là qu'il la trouva. C'était après minuit, un dimanche. Elle était plongée dans un livre de poésie, si profondément qu'elle n'entendit pas la porte, n'entendit pas les pas, n'entendit rien du tout, jusqu'à ce qu'une voix au-dessus d'elle dise « C'est un endroit étrange pour s'asseoir ». Elle fut sur pied en un instant, le livre pressé contre sa poitrine, la bougie vacillante. Le duc d'Ashford se tenait à 3 étagères de là, en manche de chemise. Pas de veste, pas de cravate, un verre de quelque chose d'ambré dans une main. De près, à la lueur de la bougie, il paraissait plus jeune et plus fatigué que n'importe quel homme qu'elle ait jamais vu. « Votre grâce, pardonnez-moi, je ne faisais que... Vous volez ?» demanda-t-il. « Je lis », dit-elle avant de pouvoir se retenir. Et il y avait du feu dans ce mot. Quelque chose bougea sur son visage, pas de la colère, de la surprise, comme si les meubles avaient parlé. « Vous lisez », répéta-t-il. Il s'approcha et regarda le livre dans ses mains, penchant la tête pour voir le dos. Puis ses sourcils se haussèrent. Wordsworth, l'exemplaire de mon grand-père. Il la regarda vraiment pour la première fois, plus de 3 secondes. Vous êtes la nouvelle aide de cuisine. Oui, votre grâce. Celle qui a réparé la sauce. Elle cligna des yeux. Vous étiez au courant pour la sauce, votre grâce. Madame Potot se dirige cette cuisine depuis 30 ans. Quand quelque chose la surprend, toute la maison en entend parler. Il lui prit doucement le livre des mains, l'ouvrit et tourna les pages à la lueur de la bougie. Mon grand-père avait l'habitude de lire celui-ci à voix haute, dit-il à mi-voix, près de ce feu, quand il était encore allumé. Pourquoi n'est-il plus allumé ? Demanda-t-elle doucement. La question était bien au-dessus de sa condition, et ils le savaient tous les deux. Un instant, elle fut certaine qu'il se souviendrait de ce qu'elle était et de ce qu'il était, et qu'il la renverrait. Au lieu de cela, il resta silencieux un long moment. Puis il dit d'une voix plate et lasse, « Parce que le charbon coûte de l'argent, et que cette pièce n'a pas de visiteurs. Les pièces sont comme les gens, Mademoiselle Belle, n'est-ce pas? Quand personne n'a besoin d'elle, on cesse de les chauffer. » Il ferma le livre et le lui tendit. « Prenez-le, dit-il. Rendez-le quand vous aurez fini. Et prenez votre bougie en partant. Cette famille a déjà perdu assez de choses sans y ajouter un incendie. » Il se tourna pour partir. À la porte, il s'arrêta sans se retourner. « La bibliothèque est froide, dit-il, mais elle est calme. Je viens ici le dimanche soir moi-même, pour la même raison que vous. » Une pause. J'essaierai de me souvenir de frapper. Et il partit. Elle resta seule au milieu des livres endormis, le recueil de poésie pressé contre les battements de son cœur. Et elle réalisa 2 choses en même temps. La première, c'est que le duc d'Ashford n'était pas ce qu'elle avait pensé. La seconde, c'est que c'était très très dangereux. L'après-midi suivant, tout changea. Elle portait le thé au salon du matin. Betsy était malade, et il n'y avait personne d'autre. Quand M. Graves l'arrêta dans le couloir et redressa son col avec 2 doigts,
comme un général inspecte un soldat. Sa grâce, la duchesse douairière, est arrivée il y a 1 heure, dit-il doucement. La grand-mère du duc, elle passe l'hiver ici. Posez le plateau, faites la révérence, ne touchez à rien et partez. Sa grâce n'aime pas les nouveaux visages. Compris? Oui, monsieur. Le salon du matin était chaud et sentait la lavande. Près de la fenêtre, dans un fauteuil à haut dossier, était assise une très vieille dame très droite en soie grise. Elle avait les cheveux blancs, des bagues à ses doigts fins et les yeux les plus perçants que la jeune fille ait jamais vus. Des yeux comme un ciel d'hiver, des yeux qui ne manquaient rien. La jeune fille posa le plateau. Elle fit la révérence. Elle se tourna pour partir. Le mot claqua dans la pièce comme un coup de fouet. La jeune fille s'arrêta. « Venez ici, mon enfant, dans la lumière. » Lentement, la jeune fille s'approcha et se tint dans la pâle lumière d'hiver de la fenêtre. La vieille dame se pencha en avant dans son fauteuil. Elle regarda le visage de la jeune fille comme les érudits regardent de vieux manuscrits, ligne par ligne, trait par trait. Ses yeux passèrent du front de la jeune fille à ses yeux, à la ligne particulière de son nez et de son menton. Et à mesure qu'il se déplaçait, toute la couleur quitta lentement le visage de la vieille dame. La tasse dans sa main se mit à trembler. Elle claqua contre la soucoupe 1 fois, 2 fois. Puis la soucoupe bascula, la tasse tomba, et le thé s'étala en une tache sombre sur le tapis. Et aucune d'elles ne bougea pour y toucher. La duchesse douairière d'Ashford se rassit dans son fauteuil. Une main pressée contre sa poitrine, elle fixait l'aide de cuisine, comme si elle voyait un fantôme sortir d'une tombe. Et d'une voix qui n'était guère plus qu'un murmure, elle demanda « De qui êtes-vous la fille ?»« De qui êtes-vous la fille ?» La question flotta dans l'air chaud et parfumé à la lavande du salon du matin. Et la jeune fille sentit le sol basculer sous ses pieds. Les yeux de la vieille dame étaient fixés sur son visage. Des yeux perçants, des yeux certains. Ce n'était pas une femme qui faisait une supposition. C'était une femme qui se souvenait de quelque chose. Un battement de cœur passa, puis 2. Et alors la jeune fille fit la chose la plus difficile qu'elle ait faite depuis qu'elle avait franchi les portes d'Ashford Hall. Elle rendit son visage vide. Elle rendit sa voix petite, plate et ordinaire. Une voix de servante, une voix de personne. Mon père était maître d'école, votre grâce, dans le Yorkshire. Il est décédé il y a 4 ans. Silence. Le thé s'imprégnait lentement dans le tapis entre elles. Un maître d'école, répéta la douairière. Oui, votre grâce. Dois-je sonner pour que quelqu'un s'occupe du tapis, votre grâce? La vieille dame ne répondit pas tout de suite. Elle regarda la jeune fille un instant de plus. Son front, son menton, la tenue de ses épaules. Et quelque chose dans son expression changea et se referma, comme un éventail qui se claque. Quand elle parla de nouveau, sa voix était lisse et froide, et ne trahissait rien du tout. Oui, faites cela, et faites monter une nouvelle théière. Une pause. Quel est votre nom, mon enfant? Belle, votre grâce. Mademoiselle Belle, Mademoiselle Belle. La douairière prononça le nom lentement, comme on goûte un vin auquel on ne croit pas tout à fait. Comme c'est banal. Vous pouvez y aller, Mademoiselle Belle. La jeune fille fit la révérence et partit. Elle descendit tout l'escalier de service et entra dans l'arrière-cuisine vide avant que ses jambes ne la lâchent. Elle dut s'asseoir sur un seau renversé, la tête dans les mains. Elle sait quelque chose. Elle a vu quelque chose. Mais quoi? Et d'où? Elle ne savait pas, ne pouvait pas savoir. Pourtant, 50 ans plus tôt, la duchesse douairière d'Ashford avait été une jeune mariée à un mariage à la campagne. Elle se tenait à côté d'une jeune fille rieuse aux cheveux sombres, qui deviendrait plus tard l'épouse d'un gentleman nommé Whitmore. Une jeune fille dont la douairière n'avait jamais oublié le visage. Un visage qui venait de lui apporter un plateau de thé dans son salon du matin, en portant un tablier. Mais la vieille dame ne dit rien. Pas ce jour-là, pas cette semaine-là. Elle se contenta de commencer à observer. Et pendant ce temps, la vie à Ashford Hall suivait son cours. Et la vie, à sa manière discrète, commençait à tendre ses pièges. Le premier piège avait 8 ans, et son nom était Lady Georgiana. La petite sœur du duc était le dernier enfant du défunt duc et de la défunte duchesse. Elle était née 1 an seulement avant l'accident de voiture qui les avait emportés tous les deux. C'était une petite fille mince et solennelle qui vivait à l'étage de la nursery. Elle était avec une vieille nourrice à moitié sourde et une gouvernante qui était partie en octobre et n'avait jamais été remplacée. Car les gouvernantes, comme le charbon, coûtent de l'argent.
L'aide de cuisine la rencontra dans l'escalier de service un mardi pluvieux. Elle était assise seule sur une marche, essayant de lire un livre trop difficile pour elle, son petit doigt coincé sous un mot. Ce mot est persévérance, dit doucement la servante, en s'asseyant sur la marche en dessous d'elle. Cela signifie que lorsqu'une chose est difficile, on continue d'essayer malgré tout. La petite fille la regarda avec les yeux sombres du duc. « Comme mon frère, dit-elle. Votre frère est persévérant? Il travaille toute la nuit dans son bureau. Je vois la lumière sous la porte. La nourrice dit qu'il essaye de sauver la maison. Elle baissa les yeux sur son livre. Personne n'a plus le temps de m'entendre lire. Quelque chose dans la poitrine de la servante, une vieille pièce verrouillée, ouvrit doucement sa porte. J'ai une demi-heure, dit-elle, chaque après-midi entre les marmites et l'argenterie. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est assez pour la lecture. Et c'est ainsi que cela commença. Une demi-heure chaque après-midi dans l'escalier de service, ou dans le coin froid de l'ancienne salle de classe. D'abord la lecture, puis un peu de français parce que l'enfant le demanda, puis un peu d'histoire parce que l'enfant le demanda encore. Lady Georgiana était vive et avide, comme le sont les enfants solitaires. Et en moins de 15 jours, elle se tenait différemment. Le menton haut, les yeux brillants, une fille avec un secret qui valait la peine d'être gardé. Cela ne pouvait pas rester secret longtemps. Rien ne le reste dans une grande maison. Le duc les découvrit un jeudi après-midi. Il était monté à l'étage de la nursery pour des raisons qu'il n'aurait pas pu nommer. Un son, un rire, une étrange légèreté, flottant dans la cage d'escalier de sa maison lourde et silencieuse. Et il s'arrêta sur le seuil de la salle de classe, sans être vu. Sa sœur se tenait près de la fenêtre, récitant un vers en français. Son accent était clair, son dos était droit. Elle ressemblait, pensa-t-il avec une douleur soudaine, à leur mère. Et sur un tabouret à côté d'elle, en tablier de cuisine, les mains rougies par les marmites jointes sur ses genoux, était assise la servante, Mademoiselle Belle. Elle la corrigeait doucement, patiemment, avec les manières de la meilleure gouvernante de Londres. Il resta sur le seuil pendant 5 bonnes minutes. Elles ne le virent jamais. Quand il s'éloigna enfin, il marcha doucement, comme un homme quittant une église. Ce soir-là, il donna 3 ordres à M. Graves. Le feu dans la bibliothèque devait être allumé le dimanche. L'aide de cuisine, Mademoiselle Belle, devait disposer d'1 heure chaque après-midi pour l'instruction de Lady Georgiana, sans perte de salaire. Et l'ancienne salle de classe devait être balayée et sa cheminée nettoyée. « Très bien, votre grâce, » dit M. Graves, dont le visage ne laissait rien paraître et dont le cœur chantait. Après cela, tout changea lentement, comme une saison change. Le duc commença à apparaître, jamais pour longtemps. Il passait devant la salle de classe et s'arrêtait pour entendre Georgiana lire. Il venait à la bibliothèque le dimanche soir et frappait. Il frappait toujours. Et il s'asseyait aux extrémités opposées de la longue table, à 2 bougies de distance, lisant en silence. Et parfois, pas en silence. Parfois, il se disputait à propos de livres, et les disputes devinrent des conversations, et les conversations devinrent des rires. Et le rire du duc, rouillé par le manque d'usage, était un son si rare que la première fois que Betsy l'entendit flotter dans le couloir, elle laissa tomber un bougeoir. Il lui raconta, nonchalamment, par bribes, sans jamais avoir l'intention de le faire, les dettes de son père, les rêves de son grand-père, le poids d'un nom. Elle lui raconta, prudemment, par bribes, sans jamais dire la vérité, l'histoire d'un père qui aimait les livres et mourut pauvre, et d'une maison où elle ne pouvait plus retourner. Une seule fois, la glace se brisa, et cela les effraya tous les deux. C'était un dimanche soir, dans la bibliothèque. Il était devenu silencieux devant une lettre non ouverte de son avocat, la tournant dans ses mains. Et finalement, il dit à voix basse, sans la regarder, « Savez-vous ce que c'est, Mademoiselle Belle, d'avoir toute sa vie décidée par un papier signé, avant même de savoir parler ?» Son cœur s'arrêta. Pendant un instant fou, elle pensa, « Il sait. Votre grâce, il y a un contrat, dit-il. Un vieux contrat, œuvre de mon grand-père. La fortune de ma famille y est liée. Liée à un mariage arrangé quand j'étais un garçon, avec une fille que j'ai rencontrée exactement une fois. Elle a disparu depuis 6 ans. Et donc je suis assis ici, maître d'une maison qui se noie, attendant qu'une étrangère soit retrouvée pour nous sauver tous les deux. » Il eut un rire court et amer et se frotta les yeux. « Pardonnez-moi,
Ce n'est pas le fardeau d'une servante. Elle aurait dû dire quelque chose de simple, quelque chose de sûr. Au lieu de cela, elle s'entendit demander très doucement. « Et si elle est retrouvée, votre grâce, que se passera-t-il? Épouserez-vous une étrangère pour une fortune ?» Il leva les yeux vers elle, par-delà les 2 bougies, et pendant un long moment, il ne répondit pas. Quand il le fit, sa voix était étrange. « Il y a un mois, j'aurais dit oui sans hésiter. Le devoir est le devoir. » Il baissa de nouveau les yeux sur la lettre. « Maintenant, je trouve que la question me tient éveillé. » Aucun d'eux ne parla de nouveau cette nuit-là. Mais quand elle se leva pour partir, il se leva aussi. Il se leva comme un gentleman se lève pour une dame, et se rattrapa à mi-chemin. Et ils firent tous les deux semblant que cela ne s'était pas produit. Elle resta éveillée jusqu'à l'aube. « Vous l'avez rencontré plus d'une fois, » voulait-elle lui dire. « Vous lui avez écrit. Ne vous en souvenez-vous pas ?» Car elle s'en souvenait. Elle se souvenait d'avoir 7 ans dans le jardin de la maison de son père. Un garçon solennel, aux cheveux sombres de 10 ans, avait été amené en visite, le petit-fils du vieux duc, et on les avait laissés se promener près des roses, pendant que les hommes parlaient à l'intérieur. Elle se souvenait qu'il s'était écrit des lettres ensuite, pendant près de 2 ans, d'une écriture d'enfant soignée. « Mon cher ami », des lettres idiotes, des lettres sur les poneys, le latin et un chien nommé Hector. Et puis sa mère était morte, les lettres s'étaient arrêtées, le monde s'était assombri, et l'enfance avait pris fin. Il avait oublié, bien sûr qu'il avait oublié. C'était il y a une éternité. Elle découvrit le contraire un mercredi. Madame Pototz l'envoya monter le café du duc. Il avait demandé qu'on le lui apporte à son bureau, et Betsy était de nouveau malade. La porte du bureau était ouverte. Le duc avait été appelé aux écuries, et la pièce était vide, chaude et pleine de sa présence. Des cartes, des registres, un manteau sur une chaise. Elle posa le plateau, et en se retournant, ses yeux tombèrent sur le tiroir ouvert de son bureau. Elle n'avait pas l'intention de regarder. Elle regarda. À l'intérieur du tiroir, au-dessus des papiers, se trouvait une petite pile de vieilles lettres attachées par un ruban vert délavé. Le papier était jauni. L'écriture était celle d'un enfant, ronde, soignée, laborieuse. Elle connaissait cette écriture comme elle connaissait les battements de son propre cœur. C'était la sienne. Il les avait gardés. 15 ans, une maison mourante, des tableaux vendus, des horloges vendues, de l'argenterie vendue. Et il avait gardé les lettres d'une petite fille sur des poneys et un chien nommé Hector. Dans le tiroir supérieur de son bureau, là où un homme garde les choses qu'il touche souvent. Elle resta là, dans le bureau vide, la main pressée contre sa bouche. Et elle ne savait pas si ce qui montait dans sa poitrine était de la joie ou du chagrin, car c'était les deux, et c'était énorme. Des pas dans le couloir. Elle recula du bureau, saisit le plateau et versait son café avec des mains parfaitement stables quand le duc entra, apportant avec lui le froid des écuries. « Mademoiselle Belle, merci. » Il s'arrêta, la regardant de plus près. « Allez-vous bien? Vous avez l'air pâle. »« Très bien, votre grâce. » Et c'est à ce moment précis, avec le café fumant entre eux, et ses lettres à 1 mètre de là dans son tiroir, et quelque chose de non dit remplissant la pièce comme de la lumière, qu'ils l'entendirent. Des roues sur le gravier gelé, rapides, urgentes, une voiture arrivant à toute vitesse. Le duc alla à la fenêtre. En bas, une voiture éclaboussée de boue s'arrêtait devant les grandes portes. Un homme en sortait avant même qu'elle ne s'arrête. Monsieur Fletcher, l'avocat, sans chapeau, le visage rouge, agitant une lettre au-dessus de sa tête en direction des valets, comme un homme annonçant une victoire à la guerre. Sa voix monta à travers la vitre, fine mais claire, résonnant dans la cour d'hiver. Prévenez sa grâce sur le champ, elle est retrouvée. Après 6 ans, Dieu soit loué. Mademoiselle Whitmore est retrouvée. La tasse de café glissa dans la main de la servante et heurta la soucoupe avec un craquement. Car la lettre venait de Londres et elle se tenait à Ashford Hall. Ils arrivèrent le 2e samedi de janvier dans une voiture de location, polie pour paraître être la leur. Toute la maison avait été mise sens dessus-dessous pour les recevoir. Des feux allumés dans des pièces froides depuis des années. L'argenterie polie, la meilleure porcelaine sortie. Madame Pototz cuisina pendant 3 jours avec le visage d'un général se préparant à une bataille à laquelle elle ne croyait pas. 6 ans disparus, marmonnait-elle dans sa pâte, et elle réapparaît l'hiver même où l'argent vient à manquer. L'aide de cuisine ne dit rien. Elle avait très peu parlé depuis 4 jours. Elle épluchait, elle frottait, elle portait, et à l'intérieur de sa poitrine, derrière ses côtes,
Quelque chose était enroulé et attendait, comme un souffle retenu. Elle était dans le hall avec les autres domestiques quand la voiture remonta l'allée. Le personnel se tenait en ligne pour recevoir les invités, comme le voulait la coutume. Monsieur Graves en tête, puis les valets, puis les servantes, jusqu'au personnel de cuisine tout au bout. Elle se tenait tout au bout, dans son simple tablier, les yeux baissés. La portière de la voiture s'ouvrit, et son oncle en sortit. 6 ans ne l'avaient pas changé. Le même manteau gris doux, la même voix douce, le même sourire doux qui n'atteignait jamais ses yeux. Monsieur Harlow, le demi-frère de sa mère, l'homme qui s'était assis au chevet de son père mourant avec des papiers dans son manteau. L'homme qui avait souri à une jeune fille effrayée et dit « Vous devez me faire confiance maintenant, ma chère. Je suis toute la famille qu'il vous reste. » Les ongles de la servante s'enfoncèrent dans ses paumes jusqu'à y laisser des demi-lunes. « Votre grâce, dit Monsieur Harlow, en s'inclinant devant le duc sur les marches. Quelle joie ce jour-est! 6 ans de recherche, 6 ans de prière. Puis-je vous présenter ma pupille, Mademoiselle Whitmore? Et de la voiture, dans un nuage de soie bleu glacier et de fourrure blanche, sortit Diana. Elle était belle, on ne pouvait le nier. Cheveux dorés, visage de poupée, avec une petite bouche rouge faite pour sourire aux messieurs. Elle fit une révérence au duc, basse et gracieuse, clairement répétée devant un miroir pendant un mois. « Votre grâce », dit-elle d'une petite voix haletante. « Enfin, j'ai l'impression d'avoir marché vers cette maison toute ma vie. » Au bout de la ligne de domestique, l'aide de cuisine se tenait très immobile et regardait une étrangère porter son nom. C'est une chose étrange d'être volé en plein jour devant 40 personnes avec des trompettes. Personne ne voit le vol. Tout le monde l'applaudit. Elle regarda le duc s'incliner sur la main gantée de Diana. Elle regarda le personnel faire la révérence à Mademoiselle Whitmore. Elle regarda son oncle rayonner comme un homme à son propre couronnement. Et elle comprit avec une clarté glaciale comment le tour de passe-passe fonctionnait. Qui, vivant, pourrait le nier? Son père mort, sa mère morte, le vieux duc qui avait signé le contrat mort. Elle était une enfant à l'époque. Le jeune duc l'avait rencontrée une fois. Il y a une éternité. Il n'y avait pas de portrait. Son oncle y avait veillé, elle en était certaine maintenant. Il n'y avait qu'un nom sur un papier et une fortune attendant celui ou celle qui pourrait porter ce nom de manière convaincante. Et si la vraie Mademoiselle Whitmore se présentait, une aide de cuisine en tablier avec des mains rougies par les marmites, elle pouvait déjà l'entendre, le rire, et puis la voix douce et affligée de son oncle. Cette pauvre créature a suivi notre famille pendant des années, votre grâce. Elle n'est pas bien. Nous avons des papiers d'un médecin à Londres. Elle ne doutait pas que les papiers existaient. Son oncle n'était pas un homme qui laissait des portes déverrouillées. Alors elle baissa les yeux, fit la révérence avec les autres, retourna aux cuisines et éplucha des pommes de terre pendant que son nom dînait à l'étage dans la meilleure porcelaine. « Patience », se disait-elle à chaque coup de couteau. « Tu as un avantage, tu connais la vérité et ils ne savent pas que tu es là. Patience. » Mais la patience, au cours des jours qui suivirent, fut rendue très très difficile, car Diana à l'étage était charmante et Diana en bas était un poison. À l'étage, au dîner, elle n'était que douceur, riant aux rares remarques du duc, contemplant les portraits, qualifiant la maison en ruine de rêve. En bas, elle fit pleurer une femme de chambre pour un ruban froissé. Elle jeta une chaussure à Betsy pour avoir frappé trop fort. Elle exigea des fleurs fraîches en janvier, de l'eau de rose à minuit, des feux si grands que la cave à charbon rétrécit visiblement. Mademoiselle Whitmore, dit sombrement Madame Pototz, a peut-être été perdue 6 ans, mais ses manières ont été perdues bien plus longtemps. La duchesse Douairière, de son côté, observait l'invité doré à travers la table du dîner, avec les yeux plats et patients d'un vieux chat observant un oiseau, et ne disait presque rien. Et le duc faisait son devoir. Il escortait Mademoiselle Whitmore à dîner. Il lui montrait la galerie. Il l'écoutait jouer du piano, mal, et tournait les pages de sa musique. Il était courtois et correct, et mort derrière les yeux. Et seules 2 personnes dans toute la maison pouvaient le voir, sa grand-mère et une aide de cuisine qui connaissait son visage à la lueur des bougies. Il n'y eut plus de dimanche soir dans la bibliothèque. Le premier dimanche, la servante attendit 1 heure dans le froid parmi les livres, et il ne vint pas. Le deuxième dimanche, elle n'y alla pas.
En passant dans le couloir avec le linge le lundi, elle le croisa venant en sens inverse. Il s'arrêta, et un instant, la vieille chaleur monta sur son visage, comme une lumière derrière un rideau. Puis il l'éteignit délibérément. Elle le regarda faire. « Mademoiselle Belle », dit-il avec un petit signe de tête formel, le signe que l'on fait à un meuble, et il continua son chemin. Elle resta dans le couloir, tenant le linge, et le comprit parfaitement. Et c'était la partie la plus cruelle. Il n'était pas froid parce qu'il ne se souciait de rien. Il était froid parce qu'il tenait beaucoup trop à elle. Et il était sur le point d'épouser le salut de sa famille. Et chaque heure passée à rire avec une aide de cuisine dans une bibliothèque était devenue une dette que son honneur ne pouvait payer. Il faisait ce que les hommes de devoir ont toujours fait avec des sentiments qu'ils ne peuvent se permettre. Il les enterrait vivants. Cette nuit-là, elle pleura silencieusement pour la première fois depuis la mort de son père. Son visage dans son mince oreiller, pour que les murs du grenier n'entendent pas. Puis elle se redressa, s'essuya le visage, alluma son bout de bougie et sortit le paquet de toile cirée de la doublure de sa jupe. La bague, le certificat de baptême, les lettres attachées par un ruban bleu. La preuve d'un nom, mais une preuve qui, elle le savait maintenant, n'était pas suffisante. Papier contre papier, sa parole contre celle de son oncle. Elle perdrait, et perdrait tout. Elle avait besoin de plus. Elle avait besoin d'un témoin, d'un lapsus ou d'une erreur. Les menteurs en font toujours une, disait son père. Un mensonge est une longue route, et quelque part sur cette route, le menteur laisse toujours tomber quelque chose. Alors elle observa, invisible, en tablier, partout et nulle part. Elle observa Diana, comme la douairière observait Diana. Et elle attendit que quelque chose tombe. Et le 5e soir, quelque chose tomba. C'était le grand dîner, le premier dîner formel avec les familles du comté invitées. Le dîner au cours duquel l'entente entre sa grâce et la mademoiselle Whitmore retrouvée serait discrètement affichée au monde. Des bras supplémentaires étaient nécessaires à l'étage. C'est ainsi que l'aide de cuisine se retrouva debout contre le mur de la salle à manger avec un plat de service, assez près pour tout entendre. La duchesse douairière attendit que le poisson soit servi. Puis elle tourna ses yeux de ciel d'hiver vers l'invité d'honneur et dit agréablement « Mademoiselle Whitmore, mon défunt mari a rendu visite à votre cher père une fois, l'année où le contrat a été conclu. Il est rentré plein d'histoires. Dites-moi, je suis une vieille femme, et ma mémoire a besoin d'être testée. Quel était le nom de ce grand chien de votre père? Il le suivait partout, m'a-t-on dit. Mon mari en a parlé pendant des années. La table devint confortablement silencieuse, comme le font les tables pour une histoire charmante. Diana sourit, son sourire de poupée. Oh, ce cher vieux Rex, votre grâce. Un grand chien noir. J'ai pleuré pendant 1 semaine quand il est mort. Rex, répéta la douairière. Bien sûr, Rex. Et elle sourit et tourna gracieusement la conversation vers le temps. Et le dîner continua, et personne à cette table scintillante ne remarqua rien du tout. Personne, sauf la servante contre le mur, qui était devenue blanche comme un linge, et serrait son plat de service pour l'empêcher de trembler. Le nom du chien était Hector, brun, pas noir. Hector, énorme, doux et mélancolique. Il dormait sous le bureau de son père et mangeait du sucre dans sa main. Et il apparaissait dans la moitié des lettres qui se trouvaient maintenant dans le tiroir du duc. Mon cher ami, Hector a encore volé le chapeau du vicaire. Ses yeux volèrent sans le vouloir, vers le bout de la table, vers le duc. Il regardait son assiette. Rien sur son visage n'avait bougé, rien du tout. Mais il était devenu très immobile, l'immobilité particulière d'un homme dans l'esprit duquel quelque chose vient de ne pas coller. Et il ne regarda plus Diana pendant le reste du plat. Il a lu ses lettres, pensa la servante, son cœur martelant contre ses côtes. Il les a lues 100 fois. Il connaît ce nom. Il sait. Il était plus de minuit quand la dernière voiture partit et que la cuisine la libéra enfin. Elle montait péniblement l'escalier de service vers le grenier, sa bougie à la main. Elle n'atteignit jamais l'escalier. Un doux froufrou de soie dans le sombre couloir de service. Et soudain, il y eut du bleu glacier à la lueur de la bougie et un nuage de parfum français. Et Diana se tenait devant elle, bloquant le passage étroit, son visage de poupée parfaitement agréable. Elles se regardèrent. 6 ans s'évanouirent comme un rideau. « Bonjour, cousine, » dit Diana d'une voix douce. La servante ne dit rien. La flamme de la bougie vacillait entre elles.
Papa n'était pas sûr quand nous avons entendu qu'une servante posait des questions intelligentes dans le hall des domestiques. Mais moi, j'étais sûr. Je t'ai reconnu le premier jour, au bout de cette ligne, dans ton joli petit tablier. Diana se pencha, et sa voix baissa jusqu'à un murmure, chaud et doux comme une berceuse. Comme tu es tombé bas dans le monde. Tu vas te trahir, dit doucement la servante. Tu l'as déjà fait ce soir. Pendant une demi-seconde seulement, quelque chose vacilla dans les yeux bleus ternes. Puis Diana sourit plus largement. Peut-être, mais voici ce dont tu te souviendras, debout là avec ta bougie. Son murmure se fit plus proche, toujours aussi doux que du sucre. Il y a un médecin à Londres qui a déjà signé son nom 3 fois. Illusion, fantasme dangereux, prétend être une personne de qualité. Les papiers sont prêts, cousine. Ils sont prêts depuis 6 ans. Ils voyagent dans la mallette de papa, un tiroir au-dessus du contrat de mariage. Alors elle tendit un doigt ganté, et doucement, presque tendrement, glissa une mèche de cheveux rebelles derrière l'oreille de la servante. Un mot, un seul mot à quiconque dans cette maison, et tu la quitteras dans une voiture verrouillée, comme une folle enregistrée sous ton vrai nom, enfin. Ne sera-ce pas une belle ironie? Le seul endroit en Angleterre où tu pourras être Mademoiselle Whitmore, c'est l'asile. Le sourire de poupée brillait à la lueur de la bougie. Et elle disparut dans un murmure de soie vers les étages chauds de la maison. La servante resta seule dans le couloir noir pendant un très long moment, la bougie se consumant jusqu'à ses doigts. Puis, elle monta les escaliers du grenier, s'assit sur son lit étroit et fixa le noir. Et si quelqu'un avait vu son visage à ce moment-là, il n'aurait pas vu une servante effrayée. Il aurait vu une joueuse d'échecs qui vient de voir son adversaire, dans un moment d'orgueil, retourner sa pièce la plus forte et montrer exactement où elle se trouvait. Les papiers voyagent dans sa mallette, pensa-t-elle. Un tiroir au-dessus du contrat. Merci, cousine. Le dîner de fiançailles était prévu pour le dernier vendredi de janvier. Il ne devait pas être appelé un dîner de fiançailles, bien sûr. Officiellement, c'était une petite réunion de famille et d'amis chers. Mais tout le monde dans le comté savait ce que c'était. 12 invités, le beau cristal, et à la fin de la soirée, au moment du porto, M. Harlow se lèverait et dirait quelques mots chaleureux, et le duc en dirait quelques-uns de corrects, et l'affaire serait conclue. Le lundi, les bans seraient publiés. Au printemps, il y aurait un mariage, et la fortune Whitmore coulerait enfin dans les veines mourantes d'Ashford Hall. Tout le monde à l'étage était satisfait. M. Harlow rayonnait. Diana commanda 2 nouvelles robes. Et en bas, Madame Pototz cassa un bol à mélanger, dit qu'il avait glissé, et foudroya du regard quiconque la regardait. 2 valets étaient partis en décembre. Les salaires impayés n'attendent personne. Et il n'y avait pas assez de bras pour servir 12 personnes à une table formelle. C'est ainsi que le vendredi après-midi, M. Graves descendit à la cuisine, l'air d'un homme qui détestait sa mission, et dit « Mademoiselle Belle, vous aiderez à servir à table ce soir. Vous en avez les manières. Je suis désolé. » Il ne dit pas de quoi il était désolé. Peut-être ne le savait-il pas tout à fait lui-même. Mais Madame Pototz leva brusquement les yeux de sa sauce et regarda la servante. Et quelque chose passa entre les 2 femmes. Car Madame Pototz avait vu les 12 yeux bleus de Mademoiselle Whitmore suivre cette servante particulière dans un couloir. Et Madame Pototz était au service depuis 40 ans, et elle savait ce que cela signifiait quand la noblesse remarquait un domestique. Rien de bon. Jamais rien de bon. Reste près du mur, ma fille, fut tout ce qu'elle dit. Serre par la gauche, et quoi qu'il arrive là-haut, quoi qu'il arrive, garde un visage de marbre, vide. Oui, madame, dit la servante. Et c'est ainsi qu'à 8 heures ce soir-là, dans une robe noire et un tablier blanc à mi-donner, les cheveux bien serrés sous une coiffe, la vraie mademoiselle Whitmore se tenait contre le mur de la grande salle à manger d'Ashford Hall, tenant une carafe de vin à son propre dîner de fiançailles. Si Dieu a le sens de l'humour, pensa-t-elle, debout dans la lueur des bougies, il est bien sombre. Elle regarda les invités prendre leur place. Elle regarda Diana assise à la droite du duc, scintillante en bleu argenté. Elle portait, et c'était le détail qui enfonça une aiguille froide dans le cœur de la servante, les boucles d'oreilles en perles de sa mère. Celles de sa mère. Elle les aurait reconnues n'importe où. Elle avait joué avec elle, enfant, sur les genoux de sa mère. Faisant partie des effets Whitmore retrouvés, sans doute, que son oncle avait emporté il y a 6 ans dans des malles verrouillées. Garde un visage de marbre. Elle garda un visage de marbre. Elle servit la soupe par la gauche.
Elle remplit les verres. Elle était invisible, comme les bons domestiques sont invisibles. Pour tout le monde, sauf 2 personnes. La duchesse douairière au bout de la table, dont les yeux divers la suivaient calmement à chaque plat, et le duc en tête de table, qui ne la regardait pas. Qui si soigneusement, si délibérément, si constamment ne la regardait pas, que son non-regard remplissait la pièce comme un 4e candélabre. Il était pâle ce soir-là. Il buvait peu et parlait moins. Et quand M. Harlow faisait ses blagues, le sourire du duc arrivait une demi-seconde en retard, comme un domestique montant les escaliers en courant. Il ressemble, pensa la servante, à un homme à qui l'on prend les mesures pour un cercueil. Diana le remarqua aussi. Diana remarquait tout ce qui concernait Diana. Elle devenait plus brillante à mesure qu'il devenait plus pâle, riant plus musicalement, lui touchant la manche plus souvent. Et quelque part entre le poisson et le gibier, en suivant la ligne de ses yeux si soigneusement détournés vers la servante au mur, elle comprit enfin d'où venait la froideur. Ce fut le moment où la soirée bascula. « Oh, encore du vin, je crois », dit Diana doucement, levant son verre sans regarder. « La fille, oui vous. » La servante s'avança et versa. Diana tourna la tête au dernier instant, rapide comme un chat, et heurta le verre avec son coude. Un petit mouvement, invisible pour la table. Et le vin rouge jaillit par-dessus le bord et éclaboussa la nappe blanche et la soie bleue argentée de Diana. Diana cria, pas fort, magnifiquement. Un petit cri de détresse musicale, juste assez fort pour arrêter 12 conversations. « Oh, oh ma robe, stupide fille maladroite. Pardonnez-moi, mademoiselle, dit doucement la servante, et elle commença à éponger la nappe. Vous pardonnez? Cette soie vient de Paris. Sont-elles toutes aussi incapables à la campagne? Ou? Et ici la voix de Diana prit une nouvelle note, douce et portante, une note décochée comme une flèche. Peut-être que la maisonnée de sa grâce ne peut tout simplement pas se permettre des filles qui connaissent leur travail. Silence. 12 invités trouvèrent soudain leurs assiettes fascinantes. C'était la chose la plus grossière que quelqu'un ait dite dans cette salle à manger en 100 ans. Une invitée se moquant de la pauvreté de son hôte à sa propre table. M. Harlow lança un regard d'avertissement à sa pupille. La douairière posa sa fourchette avec un petit clic précis. La servante continuait d'éponger la nappe. Visage de marbre, visage de marbre. C'était entièrement de ma faute, madame, dit-elle de sa voix basse et claire. La lumière a attrapé le cristal, et j'ai mal jugé. Je vous demande pardon. C'était parfaitement exécuté. Les mots d'une servante, prononcés avec un accent qui n'aurait pas été déplacé à Windsor. Avec un sang-froid qui fit paraître la femme hurlante en soi, soudainement et sans équivoque, comme la roturière des deux. La moitié de la table le sentit, sans savoir ce qu'il sentait. La douairière le sentit précisément et cacha un sourire dans sa serviette. Diana le sentit aussi. Son visage de poupée se crispa. « Eh bien, dit-elle, au moins elle sait s'excuser joliment. Allez chercher des chiffons, ma fille. Courez, et sa grâce déduira la robe de votre salaire, j'en suis sûr. » Elle se tourna, souriante, vers le bout de la table. « N'est-ce pas, mon cher ?» Tous les yeux se tournèrent vers le duc. Il n'avait pas bougé pendant toute la scène. Il était assis très immobile, regardant la tache de vin s'étendre sur la nappe blanche comme quelque chose qui saigne. Et quand il leva les yeux, il ne regarda pas du tout Diana. Il regarda, pour la première fois ce soir-là, pleinement, ouvertement, devant tout le monde, la servante. « Personne, dit-il doucement, ne déduira quoi que ce soit. Les accidents arrivent à toutes les tables. Mademoiselle Belle, laissez la nappe. Cela n'a aucune importance. Apportez une autre bouteille quand cela vous conviendra. » Puis, se tournant enfin vers son invité d'une voix d'une parfaite et terrible courtoisie, « La robe, madame, vous me la facturerez naturellement. La soie de Paris ne devrait pas avoir à souffrir de venir à la campagne. » Une pause. Puis le vieux Sir John Bramley éclata de son rire tonitruant du milieu de la table, pensant que c'était une excellente blague. Et les autres invités rirent aussi, reconnaissant, et le dîner reprit son cours cahin-caha. Seules 4 personnes à cette table savaient que rien de tout cela n'avait été une blague. Le duc, qui venait de défendre une aide de cuisine contre sa propre fiancée en public. Diana, dont le sourire avait maintenant l'éclat fixe de l'émail. Monsieur Harlow, dont les yeux doux s'étaient rétrécis en fente de pièces de monnaie et se déplaçaient lentement du duc à la servante et vice-versa. Et la douairière, qui décida que le moment était venu,
et se leva pour le cueillir. En parlant de lettres, dit-elle agréablement, bien que personne n'en ait parlé. J'avais l'intention de raconter à la table la chose la plus charmante. Elle tourna ses yeux divers sur Diana. Vous ne vous en souviendrez pas, ma chère. Vous n'étiez qu'une enfant. Mais il y a de nombreuses années, vous et mon petit-fils vous écriviez des petites lettres, pendant près de 2 ans après la première rencontre des familles. Le sourire de Diana ne bougea pas. Vraiment, comme c'est mignon. Je crains de n'en avoir aucun souvenir, votre grâce. J'étais si jeune. Bien sûr, les enfants oublient. Mais voici la partie charmante. Et la voix de la vieille dame résonna doucement sur toute la longueur de la table, captant toutes les oreilles. Mon petit-fils les a gardées. Toutes. Jusqu'à ce jour. La servante, à mi-chemin de la porte avec les linges imbibés de vin, s'arrêta comme si elle avait heurté une vitre. Autour de la table, 12 invités firent des bruits ravis. Comme c'est romantique, comme c'est touchant, un amour commencé dans l'enfance. Sir John gronda de nouveau. Le duc était devenu blanc. Ses yeux volèrent vers sa grand-mère, et ce qui passa entre eux n'était pas de l'affection. C'était une question. « Comment savez-vous ce qu'il y a dans mon bureau ?» Et la vieille dame y répondit avec le sourire tranquille et impitoyable d'une grand-mère, qui connaît le contenu du bureau de tout le monde depuis 50 ans. « Alors dites-nous, ma chère, continua-t-elle, se tournant de nouveau vers Diana, douce comme la neige qui tombe. Maintenant que cela peut être dit, qu'est-ce qu'une petite fille pouvait bien écrire à un petit garçon pendant tous ces mois? Je me suis toujours demandé. Il les garde comme des secrets d'État et ne me dira rien. Tous les visages se tournèrent vers Diana, chaleureux et impatients. Et pour la première fois depuis son arrivée à Ashford Hall, la servante regarda sa cousine patauger. Seulement pour un instant, un battement de cœur ou deux. Les yeux bleus vacillants, la petite bouche rouge s'ouvrant sur rien. Puis une certaine éducation reprit le dessus. « Oh, les choses les plus idiotes, j'en suis sûr, » rit Diana. « Des poupées, des rubans et des leçons de danse. De quoi d'autre une petite fille écrit-elle? Vraiment, votre grâce. Je ne me souviens de rien, et je rougirais jusqu'à la mort si c'était le cas. » La table rit avec elle, satisfaite, et la conversation reprit. Et ce n'était rien. Rien du tout. Un joli moment lors d'un dîner. Sauf que la vraie réponse était des poneys, du latin, et un chien brun nommé Hector, qui volait le chapeau du vicaire. Sauf qu'une fille qui avait écrit 100 pages de sa propre main se souviendrait de quelque chose, n'importe quoi. Et une fille qui n'avait rien écrit ne pouvait que se rabattre sur les poupées et les rubans, la supposition d'une étrangère. Sauf qu'en tête de table était assis un homme qui avait lu ses lettres 100 fois en 15 ans. Et il connaissait chaque poney, chaque blague latine et chaque mot mal orthographié. Et il était maintenant assis derrière son verre intact, avec les yeux d'un homme faisant des calculs dans le noir, et n'aimant pas le total. Rex, disait le calcul. Poupées et rubans, disait le calcul. Elle ne se souvient de rien. Rien d'avant, il y a 6 ans. La servante descendit les linges tachés de vin à la cuisine. Ses mains étaient stables et son cœur volait, car elle avait vu son visage. Ça a commencé, pensa-t-elle. Le mensonge commence à laisser des traces. Et cette nuit-là, allongée dans son lit de grenier, elle prit enfin sa décision. Demain, après le départ des invités, elle demanderait à M. Grave 5 minutes du temps de sa grâce. Elle se tiendrait dans son bureau, en tant qu'elle-même enfin. Elle poserait la bague, le certificat de baptême et les lettres sur son bureau, à côté de leur sœur dans le tiroir. Et elle dirait la phrase qu'elle avait retenue pendant 2 mois. « Je suis la fille qui a écrit sur Hector, et je peux prouver mon écriture. » Il la croirait. Après ce soir, il était déjà à mi-chemin de la vérité. Elle l'avait vu y arriver par-dessus le bord de son verre. Et quoi qu'il advienne après, les papiers de son oncle, le médecin de Londres, toute la machinerie de la ruine à la voix douce, ils y feraient face en connaissant la vérité, ensemble. Et la vérité, disait toujours son père, est le seul soldat qui ne peut être tué. Demain. Elle s'endormit en souriant pour la première fois en 6 ans, le paquet de lettres sous son oreiller. Elle n'aurait pas dû dormir, car en dessous d'elle, dans l'aile des invités, une autre conférence avait lieu à la lueur des bougies. M. Harlow se tenait à la fenêtre de sa chambre en robe de chambre, regardant l'obscurité. Et sa voix avait perdu toute sa douceur. Tu l'as vu à dîner, la défendant. Et la vieille femme avec ses lettres. Elle chasse, Diana. Comprends-tu? Elle chasse. Quelque chose les a rendus curieux. Et la curiosité est la seule chose à laquelle nous ne pouvons pas survivre.
Il se détourna de la fenêtre. La servante part de main. Pas de discussion, pas de peur, enlevée. Discréditée si complètement que rien de ce qu'elle dira ensuite à qui que ce soit ne sera jamais cru. Les divagations d'une folle depuis la cellule d'un magistrat. Les papiers de l'asile, commença Diana. Les papiers, c'est pour plus tard. Demain, nous avons besoin de quelque chose de plus simple. Quelque chose que chaque juge en Angleterre comprend sans lire un mot. Il tira de sa mallette un petit objet qui attrapa la lueur de la bougie. Il le tourna dans ses doigts doux, pensivement, presque avec amour. C'était une broche, une gerbe de diamants en argent ancien. Inimitable, célèbre dans 3 comtés, les diamants d'Ashford, portés au dîner ce soir-là même sur l'épaule de soie grise de la duchesse douairière elle-même, et subtilisés de sa coiffeuse par une fille de chambre soudoyée et terrifiée il y a moins d'1 heure. Une voleuse, dit doucement M. Harlow, est tellement plus simple qu'une folle. Personne n'examine l'histoire d'une voleuse. Personne ne compare l'écriture d'une voleuse. Il enveloppa les diamants dans un mouchoir, doux comme une berceuse. Assure-toi que ce soit au fond de sa malle avant que la maison ne se réveille. Sous la doublure, bien au fond, la bougie vacilla. Quelque part au-dessus d'eux, sous les combles, la vraie mademoiselle Whitmore dormait en souriant sur ses lettres. À 12 heures de dire enfin la vérité. Elle n'en aurait jamais l'occasion. On découvrit que les diamants de la duchesse douairière manquaient à 8h30 du matin. Et à 9 heures, toute la maison le savait. C'était M. Harlow. Bien sûr, c'était M. Harlow qui dirigeait la tempête. Il se trouvait dans la salle du petit déjeuner quand la femme de chambre de la douairière descendit, le visage blanc, avec la nouvelle. Il était si affligé, il était si serviable. C'est lui qui dit avec une réticence attristée les mots qui pointèrent la maison comme un pistolet chargé. « Votre grâce, pardonnez-moi, j'hésite à le dire, mais un bijou de cette valeur ne s'en va pas tout seul. » Et on entend de telles choses sur les domestiques engagés sans enquête appropriée. Quelqu'un est-il arrivé à la maison récemment? La salle du petit déjeuner devint silencieuse. Je suggérerais, dit doucement M. Harlow, en beurrant son toast, que les quartiers des domestiques soient fouillés, pour la tranquillité d'esprit de tous. Les innocents n'ont rien à craindre d'une malle ouverte. Le duc ne le voulait pas. Il faut le dire clairement. Il se tenait à la fenêtre, le dos à la pièce, et dit que son personnel servait la famille depuis des années, et qu'il ne les insulterait pas pour une broche égarée. Mais les diamants de la douairière n'étaient pas seulement des diamants. C'étaient les derniers grands bijoux d'une maison dépouillée et hypothéquée. Et M. Fletcher, l'avocat, était présent. Et le mot assurance fut prononcé, et le mot magistrat. Et la machine de la chose avança, comme de telles machines le font toujours, avec tout le monde le regrettant et personne ne l'arrêtant. À 10 heures, les domestiques d'Ashford Hall furent rassemblés dans le couloir de service. Et M. Graves, avec un visage d'homme à un enterrement, parcourut les chambres du grenier une par une, ouvrant les malles. La servante se tenait dans la ligne entre Betsy et Anne, et elle savait. Elle savait avant même que la fouille ne commence. Elle l'avait su, en vérité, dès l'instant où elle avait entendu le mot broche. La connaissance l'avait traversée comme une pierre dans une eau calme. La nuit dernière, de toutes les nuits, la nuit même avant que j'aie pu parler. Elle regarda le long du couloir et trouva les yeux doux de son oncle déjà posés sur elle, patient et bienveillant. Et le dernier doute mourut. Il n'y avait rien à faire. S'enfuir ne ferait que signer l'aveu pour eux. Elle resta immobile et attendit. Et à l'intérieur de sa poitrine, son cœur battait étrangement lentement. Comme le font les cœurs quand la vague que l'on a regardée monter pendant des années arrive enfin. À qui est cette malle? La voix de M. Graves depuis le seuil de la dernière chambre du grenier, sa chambre. « La mienne, monsieur », dit-elle clairement. Ils la sortirent dans le couloir, petite, brune, empruntée. Tout ce qu'elle possédait au monde. M. Graves s'agenouilla, l'ouvrit et écarta les tabliers pliés, la robe de rechange, le châle du dimanche. Rien. Pendant un instant fou, l'espoir. Puis la voix douce de M. Harlow flotta au-dessus des têtes assemblées. Sous la doublure, peut-être. On me dit que c'est l'endroit habituel. La main de M. Graves s'arrêta. Il leva les yeux, non pas vers M. Harlow, mais vers la servante. Et dans les yeux du vieux majordome, il y avait quelque chose de terrible. La compréhension naissante d'un homme décent, regardant un piège, se refermer sur quelqu'un d'autre. Puis il passa ses doigts le long de la couture du fond de la malle, et la doublure se détacha,
et dans le couloir faiblement éclairé par les bougies, il y eut un petit scintillement froid et multiple. Les diamants d'Ashford. Quelqu'un allaita. Betsy se mit à pleurer. Anne plaqua ses deux mains sur sa bouche. Et au bout du couloir arriva M. Harlow, secouant sa tête argentée, la tristesse incarnée. « Oh, ma chère fille !» dit-il doucement. « Oh, quelle méchante, méchante honte !» Ce qui suivit se passa très vite. Et pourtant, elle se souviendrait de chaque seconde pour le reste de sa vie. Comme on se souvient d'un accident de voiture, chaque instant séparé, vif et lent. Elle se souvint d'avoir été amenée dans le grand hall, un valet à chaque coude, bien qu'elle marchât tout à fait calmement. Elle se souvint du rassemblement de la maisonnée. Le duc sortant de son bureau avec un papier encore à la main. La douairière apparaissant en haut de l'escalier. Diana flottant derrière elle, en soie de deuil avec un visage d'une adorable préoccupation. Elle se souvint des diamants posés sur la table du hall, entre eux tous, scintillant sur le mouchoir de M. Graves comme un petit feu gelé, et M. Fletcher disant que le magistrat du village avait été prévenu. Et elle se souvint du moment exact où son oncle s'avança, scruta son visage avec une belle démonstration de surprise et haleta. « Grand Dieu, votre grâce. Je connais cette femme. » Toutes les têtes se tournèrent. Je n'arrivais pas à comprendre toute la semaine pourquoi ce visage me semblait familier. La coiffe, le tablier. On ne regarde pas les domestiques. Il pressa sa main sur son cœur. Un homme accablé. « Votre grâce. Cette créature a hanté ma famille pendant des années. Elle est la fille d'un maître d'école en faillite qui a eu autrefois affaire avec la maisonnée de mon défunt beau-frère. Quand le pauvre homme est mort, l'esprit de la jeune fille est parti avec lui. Elle a commencé à prétendre, vous aurez du mal à le croire, elle a commencé à prétendre qu'elle était ma nièce, qu'elle était mademoiselle Whitmore. Il laissa le nom résonner dans le hall de pierre. Nous l'avons plainte. Dieu sait que nous l'avons plainte. Il y a des papiers de médecin dans ma mallette en ce moment même, signés à Londres. Illusion, fantasme dangereux et une croyance inébranlable qu'elle est une personne de qualité. 2 fois, nous lui avons trouvé des situations. 2 fois, elle a disparu. Et maintenant, je la trouve ici dans cette maison, de toutes les maisons, avec un nom de servante et les diamants de votre grâce dans sa malle. Et je vous le demande, votre grâce, je le demande à toutes les personnes présentes. Est-ce étonnant qu'une femme qui vole un nom? Qu'est-ce qu'une broche pour elle? C'était magistral, c'était imparable, c'était, pensa la servante avec la clarté froide et flottante de la noyée, presque beau, car chaque mot de vérité qu'elle pourrait dire ensuite avait déjà été transformé en symptôme. Il avait construit le piège avec sa propre vérité. La seule porte pour sortir de la pièce menait droit dedans. Elle le dit quand même. Que restait-il d'autre? Elle leva le menton et regarda par-delà son oncle, par-delà les diamants. Le duc. Seulement le duc. Et elle dit d'une voix qui ne trembla pas. « Je suis mademoiselle Whitmore. » Pendant un demi-battement de cœur, le hall fut silencieux. Puis Diana rit. C'était un petit rire, argentin, instantanément étouffé derrière son gant. « Oh, pardonnez-moi. Ce n'est pas drôle, la pauvre créature. » Mais il fit son effet, comme il était censé le faire. Monsieur Fletcher regarda ses chaussures. Un valet eut un sourire narquois. La vague parcourut le hall, douce et terrible. Pitié, embarras, l'inconfort particulier des gens sains d'esprit confrontés à la folie. L'aide de cuisine au tablier taché, debout entre 2 valets, les mains rouges, prétendant être l'héritière perdue de la fortune Whitmore. Bien sûr qu'elle l'était. « Vous voyez » murmura tristement M. Harlow. « Vous voyez comment cela la prend. Je peux le prouver. » Sa voix s'éleva pour la première fois et se brisa, et elle détesta qu'elle se brise. « Il y a une bague, un certificat de baptême, des lettres. Votre grâce, les lettres. Demandez-moi n'importe quoi sur les lettres. Demandez-moi le nom du chien. Elle est dans la maison depuis 15 jours, dit doucement Diana, pour connaître tout le monde. Une fille intelligente au service entend beaucoup de choses en 15 jours. Pauvre chose, elle n'invente pas exactement. Elle collectionne. Et cette phrase, douce, raisonnable, empoisonnée, fut l'épée qui trancha le dernier pont. La servante la vit faire mouche. Elle le vit sur les visages dans le hall. Elle le vit, pire que tout, frapper le seul visage qu'elle observait. Car le duc n'avait pas parlé, pas une seule fois pendant tout cela. Il se tenait près de la porte du bureau, le papier oublié se froissant lentement dans son poing.
et il la regardait. Et sur son visage, il n'y avait aucune colère. C'était la chose insupportable. La colère, elle aurait pu la combattre. Ce qu'il y avait sur son visage était pire. C'était un homme regardant un calcul se résoudre. Un homme devant qui chaque chose chaude, inexplicable, précieuse des 2 derniers mois, se réassemblait en une seule forme nouvelle et hideuse. La sauce qu'aucune aide de cuisine ne devrait connaître. L'argenterie qu'aucune aide de cuisine ne devrait connaître. Le maintien, le français, Wordsworth, les questions sur le contrat. Épouserez-vous une étrangère pour une fortune, votre grâce? Chacun d'eux, chacun d'entre eux, se réajustant sous ses yeux, passant du miracle à la méthode. Elle le regarda faire le calcul. Elle le regarda y croire. Une collectionneuse, une fille intelligente au service. Et je me suis assis avec elle dans ma bibliothèque, et je lui ai raconté les peines de ma maison, et je lui ai donné le livre de mon grand-père. Et ma sœur, grand Dieu, ma sœur. Votre grâce, dit-elle, seulement cela, son nom dans sa bouche pour la dernière fois, et tout le reste du monde derrière. Le duc la regarda une seconde de plus. Puis il se tourna, entra dans son bureau et ferma la porte. Pas en la claquant, avec un petit clic silencieux et final, ce qui était infiniment pire. Et il disparut. Le hall devint flou. Elle entendit, comme sous l'eau, M. Fletcher dire que le débarras près de la salle des coffres avait une serrure solide. Que le magistrat viendrait le soir ou à la première heure. Elle entendit son oncle murmurer qu'il se chargerait naturellement des papiers de la pauvre créature. Elle entendit, nette et soudaine à travers le brouillard, une autre voix. « Honte à vous tous. Cette fille n'est pas plus une voleuse que moi. Et j'ai bien envie de... Madame Pototz. » Le visage rouge et terrible, saisie par le bras et réduite au silence par 2 valets, tombant en se battant comme un navire de ligne. Aide de l'escalier, haute fine et le cœur brisé, la voix d'un enfant criant son nom, son faux nom, le seul que l'enfant connaissait. Mademoiselle Belle. Laissez-la partir, laissez-la partir. Elle est à moi, elle est à moi. Avant que la vieille nourrice ne prenne Lady Georgiana et ne l'emporte, donnant des coups de pied, hors de vue. La dernière chose que la servante vit, alors qu'on l'emmenait dans le passage de pierre, fut la duchesse douairière. La vieille dame était descendue tout en bas de l'escalier et se tenait à l'écart de tout le monde. Très droite, très immobile, s'appuyant sur sa canne. Et elle seule dans ce hall ne regardait pas la voleuse, ni les diamants, ni l'enfant en pleurs. Elle regardait, les yeux divers plissés, et la tête très légèrement penchée sur le côté. Monsieur Harlow. De la façon dont on regarde un tour de cartes que l'on a presque compris. Puis le passage tourna, et le hall disparut. Le débarras était petit, froid, et sentait les pommes et le suif de bougies. On lui donna un tabouret, une couverture et un quignon de pain. Et M. Graves, qui s'attarda un moment après le départ des valets, dit très bas, sans la regarder, « Je n'en crois pas un mot, ma fille. Pour ce que ça vaut de la part d'un vieil imbécile qui a ouvert la malle pour eux. » Puis la porte se ferma. La clé tourna, et elle fut seule. Elle s'assit sur le tabouret, la couverture sur les épaules, et regarda la lumière de la petite lucarne passer du blanc au gris, puis au bleu. Elle ne pleura pas, elle était au-delà, dans le pays calme de l'autre côté des larmes. Demain, le magistrat, puis les papiers de Londres, la voix douce expliquant, la voiture verrouillée, partant vers le nord, enregistrée sous son vrai nom enfin. Son oncle aurait sa fortune. Diana aurait son mariage. Et l'homme de la bibliothèque, l'homme qui avait gardé ses lettres pendant 15 ans dans le tiroir où l'on garde les choses que l'on touche souvent, passerait le reste de sa vie à croire que les heures les plus vraies de sa vie avaient été la longue arnaque d'une servante. Cela, découvrit-elle, était la seule partie qu'elle ne pouvait supporter. Pas l'asile. La lumière de la petite fenêtre s'éteignit. La maison au-dessus d'elle devint silencieuse, pièce par pièce, comme un grand animal s'installant. Elle a dû dormir, d'une manière ou d'une autre, assise, car le bruit de la clé dans la serrure lui parvint d'un rêve du jardin de son père. Et elle fut sur pied avant d'être réveillée, son cœur battant à tout rompre, pensant « Le magistrat ». Sitôt, soit. La porte s'ouvrit. Ce n'était pas le magistrat. La lumière d'une bougie vint d'abord, puis de la soie grise, puis le lent tapotement d'une canne en ébène sur le sol de pierre. La duchesse douairière d'Ashford entra seule dans le débarras à une heure sombre de la nuit. Elle ferma la porte derrière elle
et contempla la prisonnière un long moment, à la lueur de la bougie. La coiffe partie, le tablier parti, le visage nu et épuisé. Et dans cette lumière, dans cette immobilité, si semblable à un autre visage d'il y a 50 ans, que le souffle de la vieille dame se coupa audiblement. Puis elle s'assit sur le tonneau de pommes, comme si c'était un trône, posa la bougie et tira de son châle 3 choses qu'elle aligna sur l'étagère. Une feuille de papier, une plume et un encrier de voyage, et une très vieille lettre, jaunie et douce au toucher, attachée par un bout de ruban vert délavé. On me dit la douairière, que vous collectionnez la vie des autres, mon enfant, que vous entendez une chose une fois et que vous la retenez. C'est peut-être vrai. C'est un bon tour, et je l'ai déjà vu faire. Ses yeux d'hiver ne sillèrent pas. Mais il y a une chose sur la terre de Dieu qui ne peut être collectionnée, ni contrefaite par aucune intelligence, ni apprise en 15 jours en bas. Et vous et moi allons régler cette affaire ici ce soir, entre nous, avant qu'un magistrat ne mette ses bottes dans le hall de mon petit-fils. Elle poussa le papier blanc sur l'étagère. Elle déboucha l'encre. Écrivez quelque chose pour moi, mon enfant, de votre propre main maintenant. Pendant un long moment, la prisonnière et la vieille dame se regardèrent à travers la flamme de la bougie. Puis la jeune fille s'avança, prit la plume et dit doucement « Que dois-je écrire, votre grâce? Vous écrirez ce que je vous lirai. » La douairière dénoua le bout de ruban vert avec ses doigts fins et bagués. Elle déplia la vieille lettre avec un soin qui était presque de la tendresse et la tint à la lumière. Ceci a été écrit il y a environ 15 ans par une fille de 8 ans à un garçon de 10 ans. Mon petit-fils l'a gardé dans le tiroir de son bureau depuis avant qu'il ne puisse se raser. Je l'ai retiré ce soir pendant que la maison était occupée à être stupide. Elle s'éclaircit la gorge. « Prête, mon enfant? Alors écrivez. Mon cher ami, tu ne croiras pas ce qu'Hector a encore fait. Il a volé le chapeau du vicaire une 2e fois et l'a enterré dans les rosiers de maman. Et papa a tellement ri à dîner qu'il n'a pas pu dire le bénédicite. La plume bougeait. Les seuls sons dans le débarras étaient le petit grattement de la plume et, une fois, très brièvement, un son de la jeune fille qui n'était pas tout à fait un sanglot et qui fut étouffé avant de pouvoir le devenir. Car écrire ces mots, c'était se tenir un instant dans la salle à manger de son père, avec les bougies allumées et tout le monde encore en vie. Elle finit. Elle posa la plume. La douairière prit la page fraîche d'une main et la vieille lettre de l'autre, et elle les tint côte à côte à la lueur de la bougie. Silence. Un long silence. Tandis que les yeux d'une vieille femme allaient et venaient, entre une lettre écrite par une enfant rieuse dans une maison chaleureuse, et une page écrite par une jeune femme épuisée sur un tonneau de pommes dans un cachot. Et elle trouva dans les os des lettres, dans le croisement impatient des T, dans la petite fioriture particulière où les icks descendaient sous la ligne, dans toute l'empreinte vivante d'une main humaine, une seule et même personne. La duchesse douairière d'Ashford baissa les pages. Et quand elle parla, sa voix sèche et autoritaire était devenue soudainement vieille, fine et pas du tout autoritaire. « J'ai dansé au mariage de votre mère, dit-elle. Je me tenais à ses côtés quand elle a épousé votre père, 50 ans après avoir partagé pour la première fois un banc d'école avec sa propre maman. Vous avez son visage, mon enfant. Je l'ai vu le premier jour où vous m'avez apporté mon thé, et j'ai laissé tomber la tasse. Et je me suis dit que j'étais une vieille folle qui voyait des fantômes. Elle plia les 2 pages ensemble très lentement, comme si elles pouvaient se briser. Je suis beaucoup de choses, mais je n'ai jamais été une imbécile de ma vie. J'aurais dû faire confiance à mes propres yeux il y a un mois, et vous épargner tout cela. Pardonner à une vieille femme. Et alors la vraie mademoiselle Whitmore, qui n'avait pas pleuré quand ils avaient trouvé les diamants, ni quand le hall avait ri de son nom, ni quand la porte du bureau s'était refermée, mit son visage dans ses mains marquées par les marmites, et pleura enfin. Et la duchesse douairière d'Ashford, qui n'avait embrassé personne depuis les funérailles du vieux duc, se leva de son tonneau de pommes, prit l'aide de cuisine dans ses bras de soie grise et la serra comme une petite fille pendant qu'elle tremblait. « Voilà », murmura la vieille dame au sommet de sa tête inclinée. « Voilà, pleurez tout et finissons-en, car nous avons du travail à faire, vous et moi, et pas de temps du tout pour le faire. » Elle se recula, saisit les épaules de la jeune fille, et l'hiver revint dans ses yeux comme une épée sortant de son fourreau. « Maintenant, montrez-moi ce que vous portez. Tout. J'ai vu votre main aller à votre jupe 2 fois ce soir.
Une duchesse voit tout, mon enfant. C'est tout le métier. Tremblante, la jeune fille décousit la couture de la doublure de sa jupe et posa le paquet de toile cirée sur l'étagère à côté de la bougie. La douairière le déballa de ses propres mains. Une bague en or avec le sceau Whitmore, le cerf courant usé sur les bords par 3 générations de doigts, un certificat de baptême d'une paroisse du Sussex, l'encre passée au brun, enregistrant le baptême d'une fille, Loftley, née avec son vrai nom, écrit en toutes lettres, et une petite pile de lettres d'une écriture d'enfant raide et soignée, attachée par un bout de ruban bleu délavé. Mon cher ami, Hector a l'air d'un type formidable. Grand-papa dit que je pourrais avoir un poney à la Saint-Michel, et j'ai l'intention de l'appeler César, bien que grand-papa dise que c'est un bien grand nom pour un si petit cheval. La douairière regarda le ruban bleu un long moment, puis elle regarda le ruban vert plié. Il avait gardé les siennes. Elle avait gardé les siens, 15 ans, et elle dit quelque chose à voix basse que personne n'aurait cru d'une duchesse, et ce n'était pas une prière. Très bien. Elle était redevenue tout hiver, tout commandement, empilant les preuves avec des mains rapides. Voici ce qui va se passer maintenant, et vous ne discuterez pas. À la première heure, je réveille mon petit-fils et Fletcher. Créature inutile, mais la loi est la loi, et il sait où elle a ses dents. Vous resterez derrière cette porte avec la couverture et votre patience, car l'endroit le plus sûr pour vous ce soir est exactement là où ce serpent à la voix douce croit vous avoir mise. Au dîner de demain, mon enfant, vous serez assise à ma droite, à ma propre table, avec les perles de votre mère, sous votre propre nom. Et je regarderai personnellement cette poupée peinte vous faire la révérence en sortant de cette maison. Et puis, s'il y a une justice sous le ciel, j'ai l'intention de m'amuser pour la première fois en 6 ans. Elle prit sa bougie et sa canne, frappa une fois à la porte pour le valet de pied de confiance qu'elle avait posté. Et elle se retourna une dernière fois sur le seuil, une petite silhouette de soie gris fer avec une flamme à la main. « Dormez si vous le pouvez, » dit-elle. « Vous êtes en sécurité maintenant. Rien de plus ne peut arriver avant le matin. » Elle avait tort. Elle avait tort de 3 heures. Car M. Harlow n'avait pas survécu à 30 ans de méchanceté à voix douce en dormant profondément sur ses gains. Il avait vu les yeux de la douairière sur lui dans le hall. Il avait noté les lettres au dîner, la chasse à l'écriture, les questions de la vieille femme se rapprochant de plus en plus de l'os. Et un homme qui vit de pièges connaît par-dessus tout l'odeur d'un piège qui se referme sur lui. À 2 heures du matin, alors que la douairière dictait encore sur Hector et le chapeau du vicaire, on frappa doucement à la porte de la chambre de M. Fletcher. Et M. Harlow, affligé, raisonnable, ne pensant qu'au bon nom de la famille, avait expliqué à l'avocat ensommeillé que la solution la plus charitable, vraiment la seule solution chrétienne, était d'épargner à sa grâce l'horreur d'une assise publique. Pas de magistrat de village, pas de foule béante. Il emmènerait lui-même la pauvre créature folle, à la première heure, discrètement dans sa propre voiture, vers ceux à Londres les mieux à même de s'occuper d'elle. Les papiers du médecin étaient tous en ordre. M. Fletcher pouvait sûrement voir que c'était mieux ainsi. Sa grâce n'avait sûrement même pas besoin d'être réveillée. Et M. Fletcher, fatigué, effrayé par le scandale, un petit homme à qui l'on montrait une route lisse, avait vu que c'était mieux ainsi. C'est ainsi qu'à 6 heures, dans le froid noir avant l'aube, la porte du débarras fut déverrouillée par un valet qui ne savait rien, sauf que l'avocat avait signé l'ordre. Et la vraie mademoiselle Whitmore, les mains liées par une corde douce, son oncle était toujours prévenant, fut conduite à travers la cour de la cuisine, passant devant les cendres mortes des feux. Et on la fit monter dans une voiture fermée, où Diana était assise, enveloppée de fourrure blanche. « Allons, dit-elle doucement, pour voir ma pauvre cousine bien installée. » Et la porte fut fermée, les roues se mirent en mouvement, et Ashford Hall, ses fenêtres noires, sa maisonnée endormie, son duc endormi, sa douairière endormie enfin sur ses preuves avec sa bougie consumée jusqu'au bout, glissa derrière la vitre givrée et disparut. « Nord » disaient les roues sur la route gelée. « Nord, nord, nord » La maison se réveilla à 7 heures dans les cris. Elle se réveilla avec la duchesse douairière dans le couloir de pierre devant un débarras vide, martelant sa canne en ébène sur les dalles et utilisant un langage tiré du vocabulaire de son père, officier de cavalerie. Elle se réveilla avec M. Fletcher, balbutiant à propos de papier et de bonté chrétienne, et devenant blanc, puis gris, puis une sorte de vert, alors que la vieille dame avançait sur lui.
Elle se réveilla avec des cloches et des pas pressés, et Madame Pototz sortant de la cuisine avec un rouleau à pâtisserie sans raison claire, sauf pour être prête. Et le duc d'Ashford, qui n'avait pas dormi mais était resté toute la nuit sur ses draps, fixant le baldaquin, refaisant encore et encore un calcul qui ne tombait pas juste. Elle m'a demandé le nom du chien. Une collectionneuse ne demande pas, une collectionneuse dit. Elle a demandé, elle voulait que je la teste. Elle me suppliait de la tester, et j'ai fermé la porte. Il descendit le grand escalier, à moitié habillé, en courant vers le bruit, et il rencontra au milieu du hall sa grand-mère. Il n'oublia jamais son apparence à ce moment-là. 81 ans, dans les robes de la veille, les cheveux gris défaits dans son dos comme ceux d'une jeune fille, les deux mains pleines de papier, et ses yeux étaient les yeux du portrait de son grand-père, le 7e duc, partant à la guerre. « Lys », dit-elle, et elle le frappa à la poitrine avec tout le paquet, de sorte qu'il dut l'attraper ou le laisser tomber. Lys, vite. Il lut, debout. Il lut d'abord le certificat de baptême et s'immobilisa. Il lut la page fraîche du débarras et la vieille lettre de son propre bureau, tenue côte à côte, et ses mains se mirent à trembler très légèrement. Et puis, du bas du paquet, glissa la petite pile attachée par un ruban bleu délavé, et il vit sa propre écriture de garçon de 10 ans le regarder. Grandpapa dit que je pourrais avoir un pony à la Saint-Michel. Ses propres lettres, sa propre enfance, gardée, portée, cousue dans la doublure de la jupe d'une servante pendant 6 ans de fuite. Et quelque chose dans la poitrine du duc d'Ashford se brisa avec un craquement presque audible. « La servante, dit-il. » Sa voix sortit mal. « Mademoiselle Bell, la fille dans le débarras, elle. La fille que vous avez envoyée à vos cuisines, dit sa grand-mère d'une voix comme le son d'une cloche de fer, et la fille dont vous avez gardé les lettres dans votre bureau pendant 15 ans. La fille avec qui vous vous êtes assis dans cette bibliothèque. La fille qui a regardé un mensonge dévorer son nom à votre table et a frotté vos marmites pendant que cela se produisait. Whitmore, mon garçon. La vraie, la seule. Et il y a 1 heure, pendant que cette maison dormait, ce diable à la voix douce l'a sorti par la cour de votre cuisine, les mains liées, dans une voiture fermée pour Londres, dit l'imbécile de Fletcher. Mais il n'ira pas à Londres. Il ira au nord, dans un endroit avec des serrures. Et le temps que ces papiers aient fait leur travail, il ne restera plus de mademoiselle Whitmore à trouver en Angleterre. Me comprenez-vous maintenant? L'ai-je dit assez clairement. Par la suite, les domestiques d'Ashford Hall racontèrent l'histoire des 4 minutes suivantes pour le reste de leur vie. Et chaque récit était un peu différent, et chaque récit était vrai. Betsy jura que sa grâce avait franchi les 6 dernières marches d'un seul bond. Monsieur Graves maintint avec dignité que sa grâce était simplement descendue très vite, criant qu'on selle Turk, le grand chasseur gris, et au diable la selle si cela prenait plus d'1 minute. Madame Pototz dit que l'expression sur son visage, alors qu'il traversait le passage de la cuisine, était celle du vieux duc, que Dieu ait son âme, et qu'elle lui avait ouvert elle-même la porte de la cour et lui avait crié quelque chose qu'elle ne répéterait pas en compagnie mixte, mais qui rimait avec bride. Et tous s'accordèrent sur la fin. Comment le gris était sorti de l'écurie à moitié scellé et piaffant. Comment sa grâce était montée sur son dos en manche de chemise. Pas de manteau, pas de chapeau dans le froid de fer de l'aube de janvier. Comment la duchesse douairière était sortie sur les marches avec ses cheveux dans son dos comme un drapeau de bataille et avait crié le seul ordre qui comptait. La route du Nord, et ramené-la à la maison sous son propre nom. Et comment le duc d'Ashford avait fait tourner le gris une fois dans la cour, et avait descendu la longue allée blanche au grand galop, à travers les portes et sur la route gelée, seul, avec 15 ans de lettres dans sa chemise, et 1 heure à rattraper avant la frontière du comté. Tandis que loin devant, petite et sombre sur la terre blanche, une voiture fermée roulait régulièrement vers le nord, où un homme à la voix douce vérifiait sa montre, et une femme au visage terne fredonnait pour elle-même en fourrure blanche. Et entre eux, les poignets liés, la vraie mademoiselle Whitmore regardait le champ d'hiver défiler derrière la vitre. Et elle ne savait pas, ne pouvait pas savoir, que derrière elle, par-delà les collines, sous le soleil levant, le monde entier arrivait au galop. La voiture avait bien avancé. Monsieur Harlow s'adossa au coussin, sa montre à la main, et s'autorisa enfin le petit sourire privé d'un homme dont les comptes sont équilibrés. 11 miles derrière eux, la frontière du comté devant. À la tombée de la nuit, la route à péage. D'ici demain soir, la grande maison grise du Nord,
avec ses hauts murs et ses médecins discrets, où les vérités gênantes entraient par la porte et n'en sortaient jamais. Les papiers reposaient sur ses genoux dans leur bel étui en cuir, tout signé, tout scellé, tout en douceur. En face de lui, Diana avait cessé de fredonner et avait sorti un petit miroir. Et entre eux, les poignets liés, la vraie mademoiselle Whitmore était assise très droite et regardait le champ blanc défiler. Et bien que ses mains fussent liées et son nom volé, et que chaque porte en Angleterre se fermât, l'une après l'autre, comme les portes d'un long couloir, elle découvrit que la chose à l'intérieur de sa poitrine refusait absolument de s'avouer vaincue. La voix de son père, de très loin et de très longtemps. La vérité est le seul soldat qui ne peut être tué, mon amour. On peut l'enterrer. Elle a été enterrée 1000 fois, mais elle ne reste pas à terre. Elle ne se fatigue pas et ne se rend pas. « Tiens bon, dit-elle au soldat. Tiens bon. » C'est alors qu'elle l'entendit. Au début, ce n'était rien. Un défaut dans le rythme de leur propre roue. Un tour du vent. Puis Diana l'entendit aussi et baissa son miroir. Puis M. Harlow l'entendit et sa montre s'arrêta à mi-chemin de sa poche. Des sabots. Un cheval derrière eux et qui approchait. Approchant de manière impossible, approchant comme le temps. Un seul tambourinement profond qui grandissait et grandissait jusqu'à remplir le matin gelé. Jusqu'à ce que l'exclamation étouffée du cocher descende du toit. Jusqu'à ce que Diana presse son visage contre la petite fenêtre arrière et devienne de la couleur du papier. « C'est lui, dit-elle. C'est lui. C'est lui. » Monsieur Harlow ne regarda pas. Il ajusta ses gants. « Continuez, cria-t-il calmement. Nous sommes des voyageurs légitimes sur une route légitime avec des papiers légitimes. Qui que ce soit peut nous précéder ou nous suivre comme il lui plaît. » Mais le tambourinement arriva à leur hauteur, puis les dépassa. Et la vraie mademoiselle Whitmore, se tordant vers la vitre, le vit passer. Elle garderait cette vision jusqu'à sa tombe et en serait heureuse. Le grand chasseur gris, noir de sueur, court en bas et étiré comme un lévrier. Et sur son dos, en manche de chemise, sans chapeau dans le froid glacial, les lèvres blanches par le vent, le 8e duc d'Ashford. Il ne jeta même pas un regard à la voiture en la dépassant, car il ne regardait pas la voiture. Il regardait le pont de pierre étroit un quart de mille plus loin, où la route traversait la rivière. Et il y avait de la place pour un seul véhicule et rien d'autre. Il atteignit le pont. Il fit tourner le gris au milieu, en travers, le bloquant d'un mur à l'autre. Et là, il s'arrêta, s'assit et attendit. Un homme et un cheval essoufflés contre le matin. Et la voiture n'eut d'autre choix sur terre que de ralentir et s'arrêter. Un instant, rien ne bougea, sauf la rivière sous le pont et le souffle des chevaux, fumant dans le froid. Puis la portière de la voiture s'ouvrit, et M. Harlow descendit sur la route. Et sa voix, quand elle vint, était aussi douce que jamais. Douce et raisonnable, et très légèrement amusée. La voix d'un adulte indulgent envers un garçon. « Votre grâce, au nom du ciel, vous allez attraper la mort, monsieur, à chevaucher en janvier en chemise. S'il s'agit de la malheureuse créature que nous escortons, je vous assure que tous les papiers sont en ordre. Montrez-les-moi. » 2 mots, doucement. Monsieur Harlow cligna des yeux, sourit, ouvrit l'étui en cuir et tendit les certificats du médecin. Et le duc d'Ashford les prit et les lut avec une terrible attention, assis sur son cheval, au milieu du pont, pendant 1 minute entière de silence. Puis il dit, « Ces papiers engagent une folle sans nom, décrite par un médecin qui ne l'a jamais vue, sur la parole d'un tuteur qui n'est pas son tuteur. J'ai aussi des papiers, monsieur. » Et il tira de sa poitrine, chaude de son propre corps, le paquet. L'acte de baptême, les 2 pages d'écriture, les lettres dans leurs 2 rubans délavés. Et il les leva dans la lumière d'hiver. « Les miens sont plus anciens que les vôtres. Les miens sont signés par une paroisse, par 2 enfants et par Dieu. Et comme nous ne pouvons pas avoir tous les 2 raison, vous et moi allons régler cela comme les Anglais règlent les papiers. » Il se pencha en selle et sa voix baissa, et toute la quiétude en disparut. « Sir Henry Maxwell détient la commission de la paix à Marford, 1 mile à l'est. Nous y irons maintenant, tous, et nous poserons les 2 jeux de papier sur sa table. Si les vôtres sont bons, vous continuerez votre route avec la bénédiction de la loi et mes excuses. Si les miens sont bons, » il se redressa, « alors que Dieu ait pitié de vous, car je ne suis pas certain que j'en aurai.
Et si je refuse ce théâtre? Le sourire de M. Harlow s'était aminci sur les bords. Vous n'avez aucune autorité pour arrêter des voyageurs sur une route publique, votre grâce. Aucune. Aucune du tout, admit le duc. Je n'ai qu'un cheval, un pont, et le reste de ma vie pour rester assis ici. Mais vous devriez savoir, avant de choisir, ce qui arrive sur la route derrière vous. Et M. Harlow se tourna et regarda en arrière le long du chemin blanc qu'ils avaient parcouru. Et il la vit. À 1 mile de distance, une deuxième voiture au galop. La voiture de voyage d'Ashford, sa lanterne encore allumée depuis l'obscurité où elle avait démarré, venant sans cavalier. Et même à cette distance, même à travers le givre et la brume matinale, il n'y avait pas à s'y tromper. À sa fenêtre, la petite silhouette de fer en gris, ses cheveux blancs flottant librement comme une bannière de guerre. La duchesse douairière d'Ashford entrait en lice. Sir Henry Maxwell, magistrat à Marford, avait 60 ans, pesait 17 stones et avait passé 30 ans à se faire mentir par des braconniers, des marchands de chevaux et des gentlemen, par ordre de compétences croissant. Il déjeunait de jambon quand la noblesse descendit sur son hall, comme le dernier acte d'un opéra. Une duc en manche de chemise, une jeune femme ligotée, un gentleman aux cheveux d'argent rayonnant de vertu blessée, une beauté en fourrure blanche, et une duchesse douairière qui entra dans ses locaux comme l'artillerie entre en guerre et exigea, avant même que ses pieds ne s'arrêtent, du papier, de l'encre, la lumière du jour et le silence. Sir Henry posa sa fourchette. Il avait le sentiment, dit-il plus tard, que le jambon pouvait attendre. Ce qui suivit dura 3 heures et devint, avec le temps, la matinée la plus racontée de l'histoire de ce comté. Mais en son cœur, c'était très simple. Et cela tourna autour de 4 moments. Et tous ceux qui étaient dans le hall s'accordèrent sur les 4 jusqu'à la fin de leur jour. Le premier moment appartenait à l'écriture. Sir Henry débarrassa lui-même sa longue table. On y déposa une lettre vieille de 15 ans du bureau du duc. Une page écrite la nuit précédente dans un débarras sur un tonneau de pommes. Et une 3e page écrite fraîchement, là, à la dictée du magistrat lui-même, par la jeune femme ligotée, ses cordes coupées. Sir Henry observant sa main pendant qu'elle bougeait. Ses 17 stones penchés sur la table, son petit déjeuner oublié. Il se redressa enfin, regarda de page en page en page, et rendit le premier verdict de la journée, d'une voix plate d'homme énonçant la couleur du ciel. Même main, une main d'enfant dans une main de femme, mais la même main, où je n'ai jamais vu d'encre. Eh bien, cela demande une explication. Le deuxième moment appartenait à une vieille femme que personne n'avait convoquée. Elle était venue, en fait, dans la voiture de la douairière, prise au carrefour 2 miles en arrière, où elle marchait, marchant depuis que la malle-poste l'avait déposée à l'aube. Une petite femme de la campagne, ronde, en pleurs, furieuse, avec un sac de voyage. Elle avait nourri une certaine petite fille dans le Sussex il y a 23 ans, et avait caché cette fille dans son propre cottage il y a 6 ans, quand le gentleman à la voix douce était venu la chercher. Elle l'avait mise dans la diligence vers le nord avec chaque shilling qu'elle possédait, et qui, 3 jours passés, en ouvrant un journal emprunté, avait trouvé l'annonce des fiançailles de mademoiselle Whitmore, célibataire de Londres, avec sa grâce, le duc d'Ashford, et avait su sur le champ, su dans ses vieux os, que le diable dévorait le nom de l'enfant en public, et était parti pour Ashford à la même heure. Son sac de voyage, ouvert sur la table de Sir Henry, produisit une Bible de famille avec 4 générations de naissance de la main d'un père, et un portrait miniature dans un boîtier usé à force d'être tenu, d'une dame rieuse aux yeux sombres, que la duchesse douairière identifia à haute voix, d'une voix qui résonna contre les poutres, comme la mère de la jeune fille et la fille de sa propre amie bien-aimée, et que chaque âme dans le hall pouvait voir, simplement en tournant la tête, vivant à nouveau dans le visage de la jeune femme debout près de la table. La nourrice elle-même n'eut besoin d'aucun papier. Elle fit un pas dans le hall, vit au-delà de la fourrure et du givre, de 6 années perdues, cria un nom, le nom. Et la jeune fille qui n'avait pas craqué dans le débarras, ni dans le grand hall, ni dans la voiture, craqua entièrement. Elle traversa la pièce et fut bercée dans 2 vieux bras comme une enfant, tandis que 17 stones de magistrats se mouchaient comme une trompette. Le 3e moment appartint à Diana. Elle avait été magnifique pendant 2 heures, innocente, rosée, déconcertée, blessée, en fourrure blanche.
Et elle aurait pu être magnifique pendant 2 heures de plus si Sir Henry n'avait pas, sur la suggestion discrète de la douairière, posé une feuille de papier fraîche devant elle aussi. Elle trempait la plume et lui avait demandé agréablement d'écrire pour le procès-verbal une ligne ou deux. N'importe quoi, ma chère, disons. Quelques mots, comme une petite fille aurait pu autrefois écrire à un petit garçon. Diana regarda la plume. Le hall la regarda la regarder. Et le hall vit arriver sur son visage, clair comme le jour, la compréhension qu'il y avait une page quelque part dans cette pile hostile de papier que sa main devrait imiter, et que sa main ne pourrait pas l'imiter, et qu'aucun sourire, aucune larme, aucune rosée sur la terre de Dieu ne ferait mentir l'encre pour elle. La bouche de poupée s'ouvrit, se ferma. Et puis Diana, qui avait prêté des serments persuasifs ce matin-là, qui était belle, qui avait 22 ans, et n'avait pas l'intention d'aller là où cette voiture se dirigeait. Diana se tourna devant tout le hall et pointa un doigt ganté de blanc sur M. Harlow. Elle fit ce que les gens de son espèce font toujours quand le navire prend l'eau. C'était lui. C'était son plan, toujours. Depuis le tout début. Les papiers, le médecin, les diamants. Je n'ai jamais voulu, papa. Dites-leur que je n'ai jamais voulu. Il m'a forcé. Tais-toi, petite idiote. Il a mis la broche dans sa malle. Il a payé Sarah, la fille de chambre, une guinée pour la prendre sur la table de la vieille dame. Demandez-lui, demandez-lui. Et le quatrième moment fut très calme. C'était M. Harlow, debout, tout à fait immobile, au milieu des décombres de 30 ans de voix douce, tandis que sa pupille le noyait mot par mot et qu'un greffier de magistrat notait tout. M. Harlow, regardant pour la première fois de toute l'histoire de la connaissance de quiconque avec lui, rien du tout. Sir Henry Maxwell se leva lourdement et prononça les mots fraude, complot et faux en écriture, et ordonna la détention préventive pour répondre aux assises. Et 2 gendarmes s'avancèrent, et le gentleman gris et doux sortit du hall entre eux dans le matin gris et dur. Et en passant devant la jeune femme dont il avait dévoré la vie, il s'arrêta, la regarda, et ouvrit la bouche pour dire une dernière chose douce. « Non, dit-elle. Un seul mot, pas fort, mais il venait de 6 ans de profondeur. Et il lui ferma la bouche comme une main. Et il fut emmené, et les portes se fermèrent. Et c'était fini. C'était fini. Le hall se vida lentement, comme les églises se vident. Déclaration, signature, le jambon de Sir Henry revisité et partagé avec la nourrice, qui l'approuva. Et ce n'est qu'après, dans le midi froid et lumineux de la cour, alors qu'on amenait les chevaux et que la douairière était déjà installée dans sa voiture, donnant des ordres par la fenêtre, que la dernière chose se produisit. La chose dont le comté parlerait le plus longtemps. La vraie mademoiselle Whitmore se tenait près du montoir sous le soleil d'hiver, enveloppée dans le 2e meilleur manteau de voyage de la douairière, son poignet encore marqué de rouge par les cordes. Et le duc d'Ashford, qui pendant les 3 heures dans le hall, n'avait dit que ce que la loi exigeait, et ne s'était pas une seule fois, permis de la regarder plus longtemps qu'un témoin ne regarde, traversa la cour. Il s'arrêta devant elle, et parut un instant entièrement désemparé. Puis, devant sa grand-mère, la nourrice, les cavaliers, et Sir Henry Maxwell, remplissant son seuil, et la moitié de la ville curieuse de Marlford, rassemblée aux portes. Le 8e duc d'Ashford mit un genou à terre dans la boue gelée de la cour du magistrat. Un son parcourut les spectateurs. Mais il ne tendit pas la main vers la sienne, et il ne sortit aucune bague. Il s'agenouilla là, dans sa chemise en lambeaux, dans la boue, et leva les yeux vers elle. Et quand il parla enfin, sa voix était basse et mal assurée, et totalement dépourvue de grandeur. La voix non pas d'un duc, mais d'un homme qui a galopé 11 milles contre la fin du monde, et ne croit pas tout à fait être arrivé. Madame, le 1er matin de décembre, vous vous teniez dans mon hall. Je vous ai accordé 3 secondes, et je vous ai envoyé à mes cuisines. Et je ne vous ai pas demandé votre nom. Il s'arrêta, se reprit. J'ai regretté beaucoup de choses dans ma vie, mais je regretterai cette question le plus longtemps. Parce que tout était à l'intérieur. Et j'étais trop aveugle, trop fier, et trop occupé pour la poser. Alors je la pose maintenant, à genoux, devant témoin. Et s'il faut le reste de ma vie, j'ai l'intention de mériter la réponse. Il prit une inspiration. « Mais pardonnerez-vous ma question, madame? Quel est votre nom ?» La cour retint son souffle. La douairière, à la fenêtre de sa voiture, serra sa canne à 2 mains. Quelque part aux portes,
Une femme monta sur un tonneau pour voir, et la jeune femme au manteau emprunté baissa les yeux sur lui un long, long moment. Sur la boue à son genou, le visage buriné par le vent, et le coin d'un ruban bleu délavé dépassant du col ouvert de sa chemise, sur son cœur, là où se trouvaient ses lettres. Et les plus proches jurèrent par la suite que ce qui apparut d'abord sur son visage n'était ni triomphe, ni larmes, mais quelque chose de très semblable au début d'un sourire qu'elle essayait, en vain, de retenir. « Mon nom, dit-elle clairement pour que toute la cour l'entende, est Clara. Clara Whitmore, votre fiancée depuis 20 ans, votre grâce. Par un contrat signé avant même que nous ne sachions marcher. Un temps, vous êtes en retard. » Et le duc d'Ashford, agenouillé dans la boue, se mit à rire impuissant, se leva, attrapa ses deux mains marquées par les cordes et les pressa contre sa bouche. Et la cour éclata, et Sir Henry gronda, et la nourrice pleura dans son sac de voyage. Et la duchesse douairière d'Ashford se rassit enfin dans sa voiture, ferma les yeux et dit au siège vide en face d'elle, avec une satisfaction profonde et parfaite. « Rex. » Honnêtement, ils remontèrent la longue allée blanche d'Ashford Hall à 4 heures, dans la lumière dorée avant le coucher du soleil. Le duc chevauchant à côté de la fenêtre de la voiture tout le long du trajet. La maisonnée était alignée sur les marches devant les portes, chaque âme, valet et fille de l'office. Monsieur Graves à leur tête, son visage luttant pour sa vie professionnelle. Madame Pototz à côté de lui, dans un tablier frais, pleurant ouvertement et sans honte. Et sur la marche supérieure, sautant, agitant la main, totalement hors de contrôle, une petite fille dans sa plus belle robe. La voiture s'arrêta. Le duc lui-même ouvrit la porte et l'aida à descendre. Et alors que Clara Whitmore posait le pied sur les marches d'Ashford Hall, par l'entrée de service de laquelle elle était venue un matin de décembre, avec un sac de voyage et un nom d'emprunt, M. Graves s'avança. Il s'inclina devant elle, plus profondément que quiconque présent ne l'avait jamais vu s'incliner. Et il dit d'une voix qui porta clairement à travers la cour et à travers toutes les années à venir, « Bienvenue chez vous, mademoiselle Whitmore. » 1 an plus tard, la neige tomba sur Ashford Hall le matin de Noël, douce, épaisse et sans hâte. Et chaque cheminée de la grande maison, chacune d'entre elles, fumait. C'était la première chose que les voyageurs sur la route du Nord remarquaient maintenant et commentaient dans les auberges. Comment le vieil endroit avait repris vie. Des lumières dans l'aile est, du verre à chaque fenêtre, les jardins bêchés et ordonnés sous la neige, dormant correctement, comme des jardins avec un avenir. La fortune Whitmore avait coulé dans la maison mourante, exactement comme le vieux duc l'avait rêvé il y a 20 ans, par une poignée de main et une signature. Bien que même ce vieil homme sage, disaient les gens, n'aurait pu rêver du chemin qu'elle prit pour arriver. Le mariage avait eu lieu fin avril, quand les roses étaient en fleurs. Il l'avait voulu petit. Le comté ne l'avait pas permis. Et ainsi, la moitié de l'Angleterre, semblait-il, s'était pressée dans la petite église paroissiale pour voir le duc d'Ashford épouser une femme que tout le pays connaissait maintenant par cœur. Car l'histoire s'était échappée, bien sûr, comme de telles histoires le font. Elle avait couru dans les journaux tout le printemps comme le feu dans l'herbe sèche. La duchesse aide de cuisine, l'appelait les journaux à sensation, et le pensait à moitié comme un scandale. En 1 mois, les mêmes mots s'étaient en quelque sorte transformés entièrement en un titre d'honneur et étaient brodés sur des coussins. Monsieur Harlow n'avait pas assisté au mariage. Monsieur Harlow, en avril, était à bord d'un navire de transport de forçats, ayant été condamné aux assises d'hiver pour faux et complot sur des preuves si complètes que son propre avocat fut vu secouant la tête. Le principal témoin à charge étant une jeune dame en fourrure blanche qui pleura magnifiquement, témoigna de manière dévastatrice et partit ensuite pour le continent, où l'on dit qu'elle épousa un vieux comte bavarois dans l'année. La douairière, entendant cela au petit déjeuner, remarqua seulement que la Bavière avait ses sympathies. Sarah, la fille de chambre qui avait pris la Guinée, avait été gardée. Ça avait été le premier acte de la nouvelle duchesse dans sa nouvelle maison, avant son voyage de noces, avant tout. Elle était descendue et avait trouvé la jeune fille, 17 ans, terrifiée, faisant sa malle. Et elle s'était assise avec elle une demi-heure, seule, et à la fin, Sarah resta. Parce que, dit la duchesse, elle savait elle-même quelque chose de ce que la peur fait, et de mériter une seconde chance à son propre nom.
Sarah aurait marché dans le feu pour elle après cela. À vrai dire, toute la maisonnée l'aurait fait. Et en ce matin de Noël enneigé, 1 an et quelques semaines après qu'une malle-poste eût déposé une jeune femme avec un sac de voyage aux portes, on pouvait trouver la duchesse d'Ashford, précisément là où n'importe qui dans la maison vous aurait dit de la chercher. Dans la cuisine, en train de pétrir le pain. C'était son habitude, et maintenant sa loi. Le dimanche matin et les jours de fête, la duchesse descendait aux cuisines, dans un simple tablier, retroussait ses manches et travaillait la pâte pour les pains de la maisonnée aux côtés de Madame Potote, qui avait pleuré et protesté contre l'inconvenance de la chose exactement une fois, il y a 1 an, avait été déboutée et gardait maintenant le rituel comme un dragon et s'en vantait auprès de tous les cuisiniers du comté. Elle travaillait principalement dans un silence confortable, de la farine jusqu'au coude, la cuisine chaude comme un cœur autour d'elle. C'était, disait la duchesse, la meilleure heure de sa semaine, et elle avait renoncé à des choses plus fines pour de pires raisons. Plus de farine, votre grâce, dit Madame Potots, et la passa, comme un soldat passe des munitions à un autre. À l'étage, la maison était pleine. Lady Georgiana, 9 ans maintenant, et enfin sous la tutelle d'une gouvernante digne de ce nom, bien que tout le monde sût que la duchesse entendait encore elle-même son français, dirigeait la suspension de la verdure comme un petit maréchal de campagne. La vieille nourrice, qui était venue pour le mariage et n'était tout simplement jamais repartie, parce que chez elle, c'était là où était sa fille, somnolait près du feu du salon du matin, avec un ruban à moitié noué sur ses genoux. Monsieur Graves se déplaçait à travers tout cela de son vieux pas majestueux et avec un brin de houx à sa boutonnière, ce qui, pour Monsieur Graves, équivalait à danser sur la table. Et dans le coin le plus chaud du salon du matin, dans le fauteuil à haut dossier près de la fenêtre, était assise la duchesse douairière d'Ashford, avec son arrière-petit-fils endormi dans ses bras. Il était arrivé en novembre, en avance, bruyant et aux cheveux sombres. Il avait été nommé d'après 2 grands-pères, et avait complété la vieille dame d'une manière que personne n'osait dire à voix haute en sa présence. Elle le tenait maintenant contre la soie grise de son épaule. Et dans sa main libre, comme elle le faisait la plupart des matins quand elle se croyait inobservée, elle tenait une petite pile de très vieilles lettres attachées par un ruban délavé, un paquet bleu et un vert, et elle les lui lisait à voix basse pendant que la neige tombait. « Mon cher ami », lisait la duchesse douairière au bébé endormi. « Tu ne croiras pas ce qu'Hector a encore fait. C'est vers 11 heures que la charrette à poney remonta l'allée dans la neige et livra à l'entrée de service une nouvelle souillon. Elle avait 14 ans, venait du village et se tenait dans le passage près des escaliers de la cuisine, dégoulinante et tremblante, serrant un paquet. Entièrement certaine qu'on allait la renvoyer pour être arrivée mouillée. Elle avait entendu dire que la grande maison était bienveillante. Elle avait aussi entendu dire que c'était un palais, que le maître était un duc, et que les ducs, disait sa mère, devaient être craints comme le temps. Et ce fut sa chance particulière, le genre de chance qui fait une histoire à raconter à ses petits-enfants, que la première personne à la trouver là fut le duc d'Ashford lui-même, traversant depuis son bureau les bras chargés de paquets pour l'arbre. L'enfant se figea, fit une révérence si basse qu'elle faillit s'asseoir sur les dalles, fixa ses yeux sur ses bottes et attendit le jugement. Le duc s'arrêta. Il baissa les yeux sur la petite créature trempée près de ses escaliers de cuisine, nouvelle, froide et effrayée, portant tout ce qu'elle possédait dans un seul paquet. Et quelque chose traversa son visage. Un vieux matin de décembre, un hall de marbre, 3 secondes qu'il avait passé l'année écoulée à réparer. Il posa ses paquets sur l'escalier. Et alors le duc d'Ashford, à l'étonnement éternel du conducteur de la charrette à poney, qui regardait par la porte, s'accroupit sur ses talons devant la souillon, pour que ses yeux soient au niveau des siens. Et il sourit et lui demanda, avant toute autre chose, avant ses affaires, avant ses références, avant le monde entier, « Quel est ton nom, mon enfant ?» Et Mary, votre grâce, Mary Hobbs, Mary Hobbs. Il le dit soigneusement, complètement, de la manière dont on manipule quelque chose qui compte. « Bienvenue à Ashford, Mary Hobbs. Vous êtes trempée. Descendez à la cuisine et dites-leur que le duc a dit que vous deviez avoir une place près du feu et quelque chose de chaud avant que quiconque ne vous mette au travail. » Et Mary, il ramassa ses paquets et se leva, et le sourire atteignit ses yeux. « Faites attention à la dame qui pétrit le pain en bas. » Elle a été nouvelle ici elle-même, un jour. Elle s'en est plutôt bien sortie. On raconte encore l'histoire dans ce comté,
dans le village, dans les auberges sur la route du Nord, au coin du feu de la cuisine de la grande maison elle-même, où les successeurs de Madame Pototz l'ont transmise avec la recette des pains du dimanche. Il parle des 3 secondes, et la vérité de l'histoire grandit ou rétrécit avec le conteur. Il parle du pont, de l'écriture et de la vieille dame avec ses cheveux défaits comme un drapeau de bataille. Il parle de la question posée à genoux dans la boue de la cour d'un magistrat et de la réponse « Vous êtes en retard » qu'une duchesse donna à un duc. Mais la fin, chaque conteur la raconte de la même manière, car la fin n'était pas le mariage, ni la fortune, ni même le garçon endormi sur l'épaule de son arrière-arrière-grand-mère pendant que la neige tombait le matin de Noël. La fin était une règle non écrite, inviolable, respectée depuis ce jour. Dans la grande maison d'Ashford, plus personne ne fut jamais envoyé aux cuisines sans qu'on lui demande son nom. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Dites-nous depuis quelle ville vous nous regardez et ce que l'histoire vous a fait ressentir. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.